Le 5 septembre 2025 dernier, une patrouille militaire a été victime d'un engin explosif improvisé à Malende, près de Moyoka, dans la région du sud-ouest, faisant 9 morts parmi les militaires. Les groupes séparatistes sont pointés du doigt pour ces attaques, dit-on, menées pour l'obtention de l'indépendance de la partie anglophone du pays. À date, selon un lanceur d'alerte bien connu de l'espace camerounais, 1774 militaires auraient déjà perdu la vie dans ce conflit qui a débuté depuis 2016 par des revendications pacifistes avec des avocats et enseignants anglophones qui revendiquaient contre la nomination des juges francophones dans les régions anglophones. Cependant, la répression violente du gouvernement, le relèvent certaines sources, a exacerbé les tensions conduisant à une formation de groupes séparatistes armés tels que les Amba Boys qui réclament désormais l'indépendance totale de la région. Alors que la situation semblait trouver une certaine accalmie, un regain d'attaque ressuscite un certain nombre de questions à l'effet de comprendre qu'est-ce qu'elles cachent, ces résurgences, notamment d'attaques. Peut-on justement s'intéresser à ces questions tant il y a quelques jours de cela également, beaucoup d'hommes mouraient sur le théâtre, notamment de ces opérations. On pourrait également, mesdames, messieurs, puisque le fait politique et la situation, le contexte politique l'obligent, s'interroger sur ce retour du professeur Maurice Kamto à la tête du MRC. Les analystes politiques trouvent donc du bon grain à moudre pour le plaisir des téléspectateurs, ce grand retour. De la politique à la santé, le président Paul Biya décide-t-il de sauver les femmes? Désormais, les femmes enceintes n'auront plus qu'à débourser 6 000 francs CFA pour les consultations prénatales, les accouchements et même le suivi post-partum. Le chèque santé de la couverture santé universelle, le véritable sésame des donneuses de vie ou alors un gadget politique. La question fait surface et Balafon Média braque ses caméras sur les hôpitaux et les casernes. Le temps d'une émission, notre accent, comme chaque dimanche, reste le même. Notre logique, elle, adossée sur la neutralité et l'éthique journalistique, ne rien dire pour nuire et ne rien taire pour plaire non plus. Madame, Messieurs, le même plaisir est renouvelé comme chaque dimanche. Bienvenue à Accent 237. Nous avons eu le temps d'annoncer cette émission avec les dinosaures du journalisme et bien évidemment les fins limiers de l'analyse des faits politiques et même géostratégiques. Vous aurez donc, on va le dire, l'écran plein la vue ce soir. Maman Henriette Ekwe, je vous appelle affectueusement ainsi. Oui. Vous êtes senior journaliste. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau de Accent 237 une fois encore. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Et je salue mes copanélistes et je salue votre audience. Disons-le, c'est toujours un privilège de vous avoir, parce que ce n'est pas évident avec vos nombreuses occupations entre les lectures et même l'écriture. Non, c'est avec plaisir que je viens toujours. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci Madame Henriette Ekwe, la maman comme on l'appelle. Une senior journaliste en cache forcément un autre senior journaliste, Michel Michaud Moussala. Alors, la presse camerounaise ne peut justement s'écrire sans vous, c'est ce qu'on dit. Michel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Xavier, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur votre plateau. Je suis bien heureux que vous me conviez à ce débat patriotique. Ça a toujours été un plaisir partagé. Je voudrais remercier tout d'abord votre PDG, Monsieur Cyril Ogico. Monsieur Bojuko, qui, ma foi, dans un élan d'investissement permanent de sa structure, je me sens bien honoré de me retrouver dans ce cadre qui, ma foi, paraît très idéal pour communiquer et dire un certain nombre de choses en toute indépendance. Merci. Michel Michaud Moussala, grand éditorialiste et surtout grand journaliste des premières heures du journalisme au Cameroun. D'ailleurs, ils sont face à face l'un et l'autre. Alors, tout à côté, disons et souhaitons la bienvenue à Simon-Pierre Mahen, qui est un véritable acteur de la société civile, parce que analyste, bien évidemment. Alors, membre de la société civile, nous le disions. Simon-Pierre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Xavier. Après pratiquement une semaine d'absence, vous revenez sur ce plateau. Oui, bien évidemment. Parfois, il le faut aussi laisser la place à des personnes pour pouvoir apprendre d'eux. Oui. Et c'est une occasion que vous m'aviez au fait, n'est-ce pas, de me retrouver devant des doyens, des parents, pour apprendre d'eux. Ça, c'est aussi important. Mais, monsieur Xavier, je souhaiterais profiter de votre tribune. Tout à fait, allez-y. Pour attirer l'attention et, si possible, même exhorter les parents d'être de plus en plus vigilants
parce que les prédateurs sexuels sont dehors. Alors justement, on a vu cette image horrible quand même évidemment. De ce pratiquement sexagénaire qui s'est rué sur la petite fille d'à peine 5 ans. Et on n'a pas envie de raconter le reste. Tout à fait. Les images sont violentes, choquantes. Et effectivement, c'est donc la raison pour laquelle j'exhorte les parents d'être vigilants, parce que nous sommes, n'est-ce pas, une période très complexe, très délicate. Vous savez, la rentrée scolaire a commencé, et puis bientôt nous allons vivre les échéances électorales, où parfois, généralement, des gens profitent pour faire du n'importe quoi, et ce n'est pas l'occasion pour eux, n'est-ce pas, de baisser la garde, et on ne souhaiterait pas les voir toujours dans les bureaux pour nous dire les droits de l'homme, il faudrait faire telle ou telle chose, et même lorsqu'on décide de le faire, ils nous disent non, nous ne voulons pas ceci, mais nous voulons simplement négocier. C'est comme si pour certains, ils veulent simplement profiter de la circonstance pour pouvoir s'enrichir. Donc, je souhaite que vraiment ces parents soient vigilants, ne pas vraiment commissionner les enfants en bas âge, seuls. Il faudrait toujours que ces personnes soient accompagnées. Donc, c'est une occasion pour moi d'attirer leur attention et d'être de plus en plus vigilants. Merci Simon Pierre Mahen. Alors justement, nous allons entrer dans le vif du sujet. Bien entendu, il y a quelques jours, c'était le 5 septembre dernier, une patrouille mixte, ou alors une patrouille du BIM, c'est-à-dire le bataillon d'infanterie motorisé, a donc sauté sur les mines du côté de Malendé, c'est dans le sud-ouest, faisant encore des morts. Alors Henriette Ekoué, alors qu'on se disait que la guerre était pratiquement terminée, qu'il n'y avait plus autant d'hostilité de ce côté, est-ce qu'on peut se dire que ceux qui l'ont dit, ceux qui l'ont pensé, sont allés vite en besogne? Ils ont couru un peu plus, ils ont dansé un peu plus vite que la musique. Oui, je crois que le conflit dans nos eaux n'arrive pas à trouver son terme depuis 2016. C'est parti sur une injustice, il faut dire ça. Pourquoi a-t-on nommé des magistrats qui ne parlent pas français alors que qui ne parlent pas anglais et qui ne parlent pas anglais alors que les justifiables sont des anglophones? Donc ça a été une erreur terrible. Et la manière dont le gouvernement a géré ça avec tellement de mépris. Et de violence. Et de violence. Il y en a encore qui sont en prison. Parce qu'on se souvient que les avocats avaient été fouettés pour la plupart. Oui, tout à fait. Et ce qui désacralisait un peu cette fonction d'avocature, parce qu'on se disait, c'est l'homme qui est censé. Est-ce qu'on peut imaginer que le texte de Douada n'a pas été traduit en langue anglaise? En langue anglaise, alors qu'il y a beaucoup de traducteurs à la présidence, partout. Ne pas traduire un texte fondamental comme celui-là à l'usage des avocats, c'est vraiment les priver d'un outil de travail important. Oui. Alors, cette urgence, j'ai vu d'ailleurs sur TikTok et ailleurs qu'on tirait aussi à Limbe. On tirait à Bamenda, on tirait à Limbe, on tirait vers Mouyouka. Ça veut dire que ce n'est pas fini. Et chaque fois que ces jeunes gens reprennent la force, quand on pense que tout est endormi, ils reviennent à la charge et se mettent à tuer. Alors justement, ces attaques et notamment ces tirs d'armes ne vont pas sans impact sur la rentrée scolaire, parce qu'on sait que nous sommes dans une période de rentrée et puis il y a des ghost towns qui sont lancés un peu partout. Est-ce que là, ça montre que des choses n'ont pas été faites comme il fallait qu'elles soient faites en réalité? Non, c'est-à-dire qu'il faut qu'on redouble de vigilance? Non seulement de personnel, mais aussi comment dire ça, avec des armes. Pourquoi? Mais s'il faut aller jusqu'au bout, la négociation est la première chose à faire. Est-ce que jusqu'ici, il n'y a pas eu de négociation? Sauf que, quand on fait une lutte armée, il y a le projet politique derrière. Et ce projet politique, soit ils veulent le fédéralisme, ce qui n'est quand même pas difficile à réaliser, soit ils veulent l'indépendance. Et s'ils veulent l'indépendance, on a le droit de se battre pour qu'ils ne prennent pas, ils ne coupent pas une partie du territoire. C'est une chose importante pour nous, de conserver au moins ce morceau de territoire. Il ne faut pas oublier qu'on nous a arraché le nord. Et d'une manière, c'est l'ONU qui a concocté tout ça pour nous amputer une partie de notre territoire.
Donc, nous avons fait la réunification, nous sommes dans l'unité et il faut absolument tout faire, tout mettre en œuvre pour que si le dialogue qui a eu lieu en 2019 n'a pas abouti, il faut poursuivre le travail de dialogue. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et ça veut dire aussi, bon, autrefois, on avait dit que le président devait aller au nord-ouest et au sud-ouest. Il n'a pas voulu y aller. Est-ce que ça peut être une solution, Henriette Ekoué? Est-ce que si le président se rend, par exemple, à Bamenda ou alors à Boya, ce sont des villes d'ailleurs où il s'est rendu. On se souvient que le cinquantenaire de l'armée, le président de la République s'était rendu du côté de la grande zone anglophone du Cameroun. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il venait à s'y rendre... Oui, mais c'était avant la crise. Tout à fait, c'était avant la crise, lors du cinquantenaire de l'armée. On lui a demandé, les élites même du pays, du nord-ouest et du sud-ouest, lui ont demandé de venir dans le sud-ouest et le nord-ouest. S'il pense que sa présence est utile, parce que le chef de l'État, ce n'est pas n'importe qui, et on prendra toutes les dispositions pour le mettre en sécurité. Parce que, Henriette Ekoué, vous permettez qu'on vous relance. Oui. On a vu, il y a un peu plus d'une année, le Premier ministre du chef du gouvernement du Cameroun s'est retrouvé dans une des zones, notamment du côté de Bamenda, et on tirait. Il y a eu des crépitements d'armes. Alors, quelle est la garantie maintenant que le chef de l'État lui-même qui arrivera, on ne pourra pas avoir ces salves, notamment maintenant, le temps est passé. Il aurait pu faire ça. Je me souviens que Froundi lui disait ça au Palais de l'Unité, le jour où les jeunes footballeurs ont amené le trophée qu'on a gagné de la CAN. Et il lui a dit, il faut aller là-bas parce que votre présence va sceller l'amitié, ça va montrer que vous êtes vraiment préoccupé par la situation. Ça n'a pas été fait et je crois qu'aujourd'hui, on le paye parce que de temps en temps, ça revient. Alors, ces jeunes gens ont commis une faute extraordinaire. Vous savez que la communauté internationale est pilotée par les anglo-saxons, que ce soit américains et les autres. Et au début, ils ont eu une sympathie quand ils ont appris qu'on nomme des juges qui ne disent pas un mot en anglais. En anglais, ils se sont révoltés. Les ambassadeurs au Cameroun en parlaient régulièrement. Mais quand ils ont vu qu'on a tranché la tête d'une garde prisonnière, avec les images... Ayafor, Florence. Un pasteur est venu en mission. On lui a coupé la tête aussi. C'est là qu'ils ont commencé à dire, bon, quel est votre projet? Si le projet est politique, on négocie. S'il faut le retour au fédéralisme, comme vous dites, on négocie avec les anglo-saxons qui sont puissants. Je parle des Américains, notamment. Mais quand ils se sont rendus compte que ces gars-là déstabilisent tout et qu'ils ont commencé à prendre des otages, etc., le projet politique a disparu derrière leur violence. Et c'est ça qui leur vaut aujourd'hui qu'on les attrape aux États-Unis et ailleurs. Vous l'avez dit, Henriette Ekoué, ils sont donc nombreux qui sont aujourd'hui mis aux arrêts pour leur complicité ou alors leur proximité avec les exactions notées dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Alors Michel Michaud-Moussala, visiblement, la situation reste volatile de ce côté. Est-ce que lorsqu'on voit la résurgence des attaques de Boko Haram et même la résurgence des attaques des Amba Boys, comme on les appelle, est-ce que cela peut cacher une main extérieure? Xavier, permettez-moi de m'incliner sur les dépouilles de nos soldats qui, ma foi, tombent tous les jours dans l'exercice de leur métier. Vous savez, toute forme de mort est une mort de trop, qu'elle vienne de n'importe où. Vous savez, la situation dans le Nozo, nous l'avions écrit. Ce n'est pas nos premières sorties à ce sujet, Henriette et moi, sur les plateaux, où nous estimions que tout ne se règle pas par la voie des armes, qu'elles viennent de n'importe quel côté. Il faut privilégier le dialogue. Et je pense qu'il y a eu des avancées. Vous avez énuméré tout à l'heure le chapelet d'un certain nombre de récriminations qui ont commencé et on estimait effectivement que c'était de bonne logique
que, par exemple, les tests WADA soient interprétés en anglais, qu'il y ait des magistrats qui s'expriment. Vous ne pouvez pas juger quelqu'un qui s'exprime en anglais, vous lui posez des questions en français. Mais dit-on, le Cameroun est bilingue. Le Cameroun étant bilingue. C'est justement l'argument qui a le plus prévalu, quelquefois, brandi la plupart du temps, comme étant, voilà, le Cameroun, encore l'anglais, le français, c'est une des langues officielles du Cameroun. Vous voyez, donc, quel que soit le magistrat, il peut s'exprimer en l'une des deux langues. C'est ce qu'on dit. Mais écoutez, on tient compte des capacités intellectuelles de ceux qui sont en face des autres. Vous savez, il faut contextualiser. Vous avez même vu qu'après cet incident, même certains de nos dirigeants font un effort de s'exprimer sur les deux langues. Et que les plaques administratives... Il y a une commission, Mafani, qui essaie de suivre un certain nombre de pratiques dans un certain nombre d'usages. Donc je dirais tout à l'heure, j'étais à l'entame en train de dire qu'aucune solution militaire ne peut régler un problème dans un pays de véritable démocratie. Mais de l'autre côté, on a des individus qui ont posé des préalables. Et quels sont ces préalables? C'est la partition du pays, c'est le fédéralisme. Il faut qu'on comprenne une fois pour toutes en ce qui me concerne. J'ai constaté que dans tous les États du monde où on a voulu partitionner l'État, des États, les pouvoirs en place n'ont pas laissé. Je vais vous prendre beaucoup d'exemples, si vous voulez. Il y a la Casamance au Sénégal. Mon ami, c'est la voie des armes qui ont rendu aujourd'hui la Casamance en règle. Tout récemment en Espagne, avec nos amis, ceux qui ont été des initiateurs se sont retrouvés en exil dans des pays européens. On les a retournés pour qu'ils aillent faire la prison chez eux. Vous avez tout à côté, le Maroc se bat avec l'Algérie pour la reconnaissance du Front Polisario. Je prends autant d'exemples. Ce n'est pas au Cameroun, qui est un pays déjà assez émietté. N'oubliez pas qu'on a perdu une partie de notre République, tout à fait, qui est rattachée dans un autre État aujourd'hui. Donc nous ne pouvions pas, s'il y a déjà une démarche politique, des démarches diplomatiques qui ont permis à ce que nous gardions le peu que nous arrivions à garder. Et il faut pouvoir se poser un certain nombre de questions. Pendant que ça se passe au Nozo, du côté du Nord, moi je ne sais pas ce que nos amis du Boko Haram, eux, ils revendiquent. Je me pose toujours bien des questions comme journaliste, que pendant la nuit des temps, que je comprenne un peu quels sont leurs... Parce que en fait, si nous sommes convaincus au moins d'une chose, que le pays est dormant sur un certain nombre de choses qui nécessitent l'interpellation au sommet de l'État, tout le monde constate que notre pays est dormant. Et est-ce que c'est une raison pour que nous perdions autant de nos militaires? Vous avez tout à l'heure fait une évaluation qui a été faite par un animateur de Google, des réseaux sociaux. Il parle exactement de 1774 morts. Même si c'était 500. Vous savez, former un militaire, ce n'est pas une affaire de 2 mois. Ce n'est pas une affaire d'1 an. Un militaire se forme en fonction du nombre de temps entre les stages, les formations et tout et tout. Et puis tout le monde ne se lance pas dans cette aventure. Il faut avoir du physique. Et pour qu'on arrive à prendre ceux qui ont du physique pour aller servir la nation, ce n'est toujours pas facile. Moi, je condamne toute forme de violence. Et nos amis, nos frères du Nord-Ouest, je me pose bien des questions parce que j'ai essayé d'aller faire ce qu'on appelle des enquêtes, des investigations pour comprendre. Ceux-là qui attaquent, est-ce des Camerounais ou est-ce une bande de bandits constitués qui se retrouvent en groupe pour poser un certain nombre d'actes? Parce qu'en réalité, ailleurs, quand on pose un acte, on le revendique. Alors, vous ne pouvez pas être dans la logique de dire que vous en appelez aux villes mortes. Pendant 6 semaines, vous prenez une république en otage et que vous croyez que ceux d'en face. Je crois qu'il y a... Et la jeunesse. Et la jeunesse, où, en réalité, le droit à la différence devrait permettre à ce que les uns et les autres comprennent les enjeux de la République. Peut-être que j'ai écouté certains intervenants sur les plateaux qui parlaient du chômage, qui parlaient d'un certain nombre de mécanismes qui ne sont pas mis en place. Mais moi, je dis que dans le contexte actuel, si nous voulions une république, ce n'est pas en la scindant et en donnant l'opportunité qu'on crée
la forme de l'État. On parle du fédéralisme, d'autres parlent ceux qui se projettent à diriger le pays. Quand j'écoute les programmes politiques, chacun a sa manière de voir la République quand vous écoutez les uns les autres. Donc, en ce qui concerne cette tuerie, cet ensauvagement de la République, je trouve inadmissible. Comprenez. Si vous revendiquez quelque chose, vous ne vous attaquez pas aux écoles. Vous ne vous attaquez pas à certains symboles de la République. Au contraire, quand vous entrez dans un hôpital où quelqu'un est déjà sur le plan sanitaire assez fragilisé, il est hospitalisé, il attend des soins, vous venez prendre un hôpital en otage et vous découpez les têtes à tout, vous coupez les têtes à tout le monde. Il n'y a pas de raison qui tienne. Ariette a essayé de développer cette approche diplomatique qui se fait à travers l'ONU et à travers certains grands organismes. Vous trouverez que maintenant, si les Américains ont décidé d'interpeller dans leur État ceux qu'ils considèrent comme étant les financiers, c'est que ce n'est pas un fait du hasard. Donc, d'une manière ou d'une autre, Xavier, je pense qu'il faut recontextualiser la situation du Cameroun. Le problème du Cameroun, c'est qu'on a un maître dormant. Pour l'instant, on a l'impression que tout se passe sous sa barbe et il n'y a pas une réaction quelconque. Donc, ce que nous attendions, c'est l'éveil de ceux qui ont encore pour l'instant le pouvoir de diriger ce pays. Qu'on ne le laisse pas. Il y a des accidents sur nos axes. Chez les Blancs, dès qu'on dit qu'il y a une voiture qui a percuté et qui est 2 morts. 2 morts. Vous voyez, le ministre du Transport, les responsables politiques descendent sur le terrain pour prendre connaissance de ce qui s'est passé. C'est cette manière de donner l'impression qu'on a délesté, que le Camerounais est abandonné à lui-même, qui face à ce que les uns les autres s'interpellent, se pose bien des questions de savoir si nous avions des dirigeants et si nous sommes dirigés. Vous imaginez que pour arriver, nous on pris sur les plateaux, permettez-moi de profiter de... Vous prenez entre PK10 et PK14. Je vous dis que d'ici 2 semaines, c'est la rentrée scolaire, cet axe entre PK10 et PK13, cet axe va être coupé complètement. Et Dieu sait, c'est pour les populations de là-bas. On ne demande pas qu'on vienne faire. On a posé des pavés au bord de la route. Et maintenant, depuis pratiquement 8 mois, on est venu déposer les pavés. Et maintenant, les gens s'en servent. Chacun vient avec les brouettes dans la nuit. Il va arranger le devant de sa porte. Alors, tout ce qu'on demande, c'est que, par exemple, les responsables en charge de ce qu'on vienne ne serait-ce que verser la pouzelane. On ne demande pas combien de mettre le goudron. Vu les enfants dans les J'ai vu le matin les enfants tomber des bennes sikines, étant sur les engins motorisés, tomber dans la boue, se rendant à l'école, à la rentrée. Vous trouvez que c'est une autre forme de terrorisme. Merci, Vous voyez Michel. pas seulement ce qui se passe au Merci, Michel. On aura certainement l'occasion de revenir dans le cadre d'une émission spécialisée. On reparlera certainement de la route parce que c'est évidemment un sujet d'actualité. Nos routes laissent justement à commenter et à dire encore. Simon-Pierre Mahen, nous parlions des chiffres tout à l'heure. 1774, c'est donc le chiffre avancé par un lanceur d'alerte, notamment Jumento. Ça, il faudra encore vérifier pour parler des militaires qui sont tombés sur le champ d'honneur aujourd'hui. Alors, cette guerre fratricide, pouvait-on l'éviter? Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois qu'on ne négocie pas avec celui qui porte l'âme. Ça m'a semblé un peu paradoxal. Dites-nous. Parce que, en fait, je suppose que lorsque vous avez un intérêt important pour votre vie, vous êtes capable de négocier pour celui qui porte l'âme. Parce que vous aimerez vivre. Si effectivement vous avez des intérêts, vous allez estimer qu'au-delà de vos intérêts, et si derrière vous, vous avez des familles, ah mais là, vous êtes obligé de négocier. Donc, cette phrase-là, en fait, me semble un peu bizarre. Et vous avez bien fait de soulever que ce n'est pas pratiquement, dans mes recherches, j'ai vu, et effectivement j'ai analysé que nous avons pratiquement 1770 soldats qui ont été tués. Si on va prendre ce constat, on va se rendre compte que c'est quand même 1770 familles tout à fait endeuillées. Et tenez-vous tranquille, ce n'est pas encore fini. Peut-être même que demain, dans les jours qui suivent, il y aura toujours des morts. Nous n'avons jamais cessé de dire ici que, en fait, ce dialogue qui a été tenu il y a de cela quelques années n'était pas suffisant. Parce que, en fait, on estime que soit on n'a pas convoqué les véritables acteurs à ce dialogue. Ça, il faudrait le reconnaître. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, quand on se retrouve avec une telle situation, on se demande, mais est-ce qu'on a véritablement soigné
la plaie. Non, on ne l'a pas encore soignée. Et ça interpelle les uns et les autres, effectivement, les gouvernants, même s'il est vrai qu'il faut reconnaître, même si certains vont dire peut-être que notre façon d'analyser, c'est comme si on méconnaissait les efforts du gouvernement. Mais on ne méconnaît pas ces efforts. Ça, il faut le reconnaître aussi en même temps. Mais ce que nous voulons, c'est qu'il faudrait que les actions qui soient posées soient des actions qui vont dans le sens de résoudre définitivement le problème. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des familles qui souffrent. Est-ce que vous savez que, vous voyez un tout petit peu, de gens aujourd'hui craignent d'envoyer encore les enfants dans l'armée. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de leur formation, dans la plupart des cas, certains sont envoyés dans ces régions en guerre, au front. Vous pensez qui va accepter qu'aujourd'hui que son enfant aille dans l'armée? C'est vrai qu'on ne méconnaît pas aussi en même temps ce que ceux qui sont là sont en train de faire comme sacrifice. Mais parfois, quand on analyse aussi le problème, on se rend compte que est-ce qu'il n'y a pas des personnes tapis dans l'ombre qui alimente cette guerre? Alors justement, la question qu'on allait poser, parce que l'attaque du 5 septembre, ça demande à réfléchir, puisque les soldats qui allaient du BIM allaient à la relève d'autres soldats qui étaient déjà au front. Alors net, lorsqu'ils arrivent dans une zone, comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir l'information? Est-ce que, en se posant la question, en regardant la situation ainsi, il n'est pas possible d'envisager qu'il y a peut-être des mains complices, même au sein de l'armée, qui donnent du renseignement, par exemple, à ces Amba Boys? Moi, la question même que je me pose, c'est celle de savoir, il y a des moments où on a l'habitude de filmer même ces Amba Boys là. Ils sont dans les réseaux sociaux, on les voit. Ils parlent, ils donnent des avertissements, ils arrêtent même les gens, ils les menacent, ils les zigouillent même devant des gens. Mais on fait comment même pour prendre ces vidéos? Qui les filme? C'est même là où vient la question. Alors aujourd'hui, on sait quand même qu'on a un certain nombre d'organes de régulation. Parce que l'armée aussi fait des prises assez importantes. Parce que l'armée aussi a développé un travail qui se fait dans toutes les guérillas. C'est-à-dire pouvoir avoir des informateurs dans la population. Et c'est grâce à ça que aussi l'armée a pu déjouer beaucoup de guet-apens que les Amba Boys avaient posés. Quand on est dans une lutte armée et quand on est en face d'une guérilla, parce que ces gars-là, il n'y a pas de front, ils posent des embuscades et ils tirent. Mais l'armée aussi s'adapte en mobilisant l'attention des populations pour que la population leur soit complice. Et à partir de là que leurs grands généraux là ont commencé à aller menacer les gens. S'il y a encore un qui tombe, vous allez voir, on va tous vous zigouiller. Mais c'est ça la lutte. Mais Henriette, on nous dit même que c'est une guerre asymétrique. C'est ça. C'est le terme utilisé dans l'armée. C'est qu'on n'arrive pas à identifier exactement son adversaire. Donc, mais le problème, c'est que quand vous voyez dans les réseaux sociaux, vous constatez que les Amba Boys ont même des postes frontières. Alors, justement, il y a autant d'images. C'est même là où revient le véritable problème. Parce que quand vous allez dans ces zones, on va vous dire, par exemple, qu'à 10 mètres, il y a un poste de contrôle aussi de ces Amba Boys qui font le même travail que le poste de contrôle des policiers et les gendarmes. Vous vous posez la question de savoir, mais pourquoi on assiste à un tel scénario? Moi, j'ai fait un tour, par exemple, à Limbé, où j'ai été un peu sidéré. Parce que nous sommes ici, par exemple, à Douala, on ne voit pas ce que les gens vivent là-bas. Il faut y aller pour comprendre ce que les gens vivent. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à dire, même dans un plateau de télévision, qu'effectivement, la guerre, il n'y a pas la guerre dans ces régions-là. Et ça m'a un petit peu amusé. Moi, je suis allé à Limbé, je me suis rendu compte qu'un lundi, je veux aller carburer, tout est fermé. On vous dit par exemple que ce jour-là, c'est un jour où tout est fermé. C'est-à-dire que ville morte. Mais est-ce qu'on peut donc dire qu'il y a une paix, une sérénité dans ces régions-là? Nous disons non. C'est la raison pour laquelle on interpelle toujours les gouvernants. Un dialogue ne suffit pas pour arranger un tel problème. Si vous estimez que vous avez prévu un dialogue qui n'a pas abouti à des résultats concrets, il n'en demeure pas moins que vous devriez encore, jusqu'à ce que vous éradiquez le mal, jusqu'à ce que vous résolvez le problème. Parlant de ce dialogue, le grand dialogue national, on se souvient, c'était le 30 septembre jusqu'au 4 octobre 2019. Ça fait 6 ans. En 6 ans, peut-être qu'on aurait pu faire 2, 3, ou alors 4 autres... Mais on s'attendait forcément à ce que ce dialogue produise des résultats. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Les gens continuent toujours de mourir.
Et nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu'il faut quand même encourager ces personnes-là. D'ailleurs, le doyen Mouchoumsala a demandé, effectivement, est-ce que c'est simplement véritablement les Camerounais qui prennent ces armes-là pour tuer d'autres? Nous, on a fait croire à ces gens. C'est-à-dire que la population a fait même croire à ces gens-là. Mais ils savent, les véritables personnes qui maîtrisent le levier, qui ont le levier, mais qui s'en prennent à ces personnes-là, qui ne s'en prennent pas aux victimes qui sont tellement neutres. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les populations qui souffrent. Ce sont les populations qui sont dans la terreur. Et aujourd'hui, si on estime qu'effectivement ces gens sont en train de revendiquer, ce n'est pas au sein de la population qu'on revendique. Il y a des décideurs. Revendiquer au niveau des décideurs et c'est de pouvoir s'aimer la terreur avec ces populations que nous vivons au quotidien. Donc, nous pensons qu'il est important que l'État du Cameroun, on ne refuse pas déjà les sacrifices qui sont consentis dans cet effort pour éradiquer cette guerre, mais en même temps, ce n'est pas suffisant jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, les gens continuent de mourir. Et il est important pour eux de revenir en arrière et de chercher à négocier, parce qu'il est important, c'est vrai, on va le dire, et je l'ai dit ici dès l'entame, en disant que même si on estime qu'on ne peut pas négocier avec celui qui porte l'arme, mais je dis non, on peut aussi négocier avec celui qui porte l'arme. Alors, si effectivement, on se soucie de la vie. Simon Pierre, c'est une relance. On s'est rendu compte que, du point de vue historique, la plupart des guerres ont toujours commencé, se sont terminées là où elles auraient dû commencer, par la voie du dialogue et surtout la négociation. Très rarement, on a vu justement les armes sur terre sans qu'il y ait des négociations. Est-ce que sur la base, sous le poids, le rapport de ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il n'est pas intéressant de continuer justement à évoquer ou encore à organiser, orchestrer beaucoup de rencontres qui vont dans le sens de terre finalement et définitivement les armes? Excuse-moi, mais il y a eu des problèmes que les anglophones ont posés au grand dialogue. Ce n'était pas secret. Quand ils ont dit toute la chaîne du pétrole, il n'y a personne. C'est-à-dire, on puise le pétrole chez nous, on n'a pas d'emploi à la... Bon, il y a la raffinerie qui a brûlé, mais il y a un ostracisme. C'est ce que les petits des Amba Boys qui se sont ralliés, ils ont dit. Nous n'avons pas de travail. Nous sommes... le pétrole est puisé chez nous. Et on n'en retire rien du tout. Je vais donner un exemple. Par exemple, dans un pays qu'on appelle le Canada, il y a une province qui produit du pétrole, Alberta. Mais une partie de la manne pétrolière reste dans cette province. Alors, pour développer le pays. Au Cameroun, par exemple, ces jeunes ont dit, ils ont fait un chapelet de revendications qu'on a vu à la télévision. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Quand on dit maintenant que bon, la chaîne du pétrole s'est tenue, bref, ça veut dire qu'il y a même un début des revendications que ces jeunes gens ont posées et on n'en a pas tenu compte. Alors, Henriette, c'est une relance, la question de Simon Pierre reste. Alors, si vous avez parlé du pétrole, on pourrait aussi dire que si on prend le cas de l'or de Bétaré Oya, on devrait par exemple appliquer la même loi. Si on prend le cas de la bauxite de Fongo Tongo, on devrait peut-être rester dans la même logique. C'est-à-dire que parce qu'on produit ici, il faudrait absolument... il faut développer les régions. Alors que justement, dans l'architecture, notamment de la gouvernance et notamment la décentralisation, on estime qu'il y a une sorte de centralisation des moyens de l'État qui sont péréquationnés. Alors, oui. Non. Ce qui se passe, déjà, la décentralisation, elle n'a pas abouti. Puisque les collectivités décentralisées attendent de l'argent qu'on doit leur donner. On leur dit, vous allez construire des écoles, vous allez faire ceci. Où est l'argent? C'est-à-dire que comme on dit chez nous, chez les Camerounais, à l'ouest, on donne la chèvre, on vend la chaise, mais on tient la corde. On tient la corde. Donc, rien n'a changé. Ce que les revendications que ces jeunes gens ont posées en 2019, au moment du dialogue, rien n'a abouti. Voilà les images. Rien n'a abouti. Bon. Alors, Simon Pierre, on va revenir à vous. Simon Pierre, justement, la question restait. On parlait de 2019 à 2025. Cela fait quand même 6 ans, un sacré bail. On se serait peut-être attendu à ce que, durant tout ce temps, qu'il y ait d'autres occasions de rencontre et de discuter du problème. Est-ce qu'aujourd'hui, ne pas le faire, c'est pratiquement jouer à la sourde oreille? Et est-ce que cela pourra avoir un impact au fur et à mesure et surtout sur le long terme? Mais l'impact est déjà là.
quand vous demandez que cela ne pourrait pas avoir un impact... Davantage. Cela pourrait davantage avoir un impact. Effectivement, cela pourrait avoir davantage l'impact qui est peut-être non négligeable. Et ça risquerait d'aller même de mal en pis si on ne parvient pas à prendre des dispositions nécessaires pour l'instant. Et je voudrais vous dire qu'il fut un temps, lorsque on avait assisté à ce grand dialogue, on s'attendait forcément à ce que l'échéance électorale d'octobre 2025, qu'on n'assiste plus un peu, qu'il y aurait une solution qui soit trouvée. Mais malheureusement, on est en train encore d'aller à une échéance électorale sans qu'il y ait une solution qui soit trouvée. Vous voyez, aucune solution. Est-ce qu'aujourd'hui il y a urgence, par exemple, admettons que tous les candidats, la question n'est pas achevée, tous les candidats, par exemple, qui sont en course dans la liste, pour la présidentielle du 12 octobre prochain, est-ce que ça doit être un élément phare, c'est-à-dire le principal sujet sur lequel ils devront axer leur politique? C'est vrai qu'on s'attendait forcément à ce que dans leur programme politique, qu'ils fassent mention de ça. Peut-être dans la plupart de certains candidats, ils sont beaucoup plus ailleurs que ce véritable problème. Mais tenez-vous tranquille, que nous, on ne s'attendait pas forcément à ce que ce sont ces candidats, soit le prochain président de la République, s'il en existerait, ou c'est le même qui va encore y être. Il faut bien se poser les questions parce qu'on est dans une course électorale. On ne sait pas qui sera le président de la République. Donc, on ne s'attendait pas à ce que ce soit le futur président de la République qui vienne arranger ce problème. Nous, on aurait souhaité que ce soit ce président-ci qui arrange ce problème. Qui a vécu ce problème. Cette crise. Donc, et ce gouverneur-là qui résolve ce problème. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un Moïse pour venir arranger ça. Mais non. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens risqueraient à cette période, à cette échéance électorale, utiliser ça comme étant un alibi, comme un programme. Et bien après, est-ce qu'ils sont sûrs? Certains qui pourront même, finir avec cette guerre. Donc, on estime que, en fait, le plus important, c'est un problème qu'il faudrait mettre tous les paquets nécessaires pour le résoudre. Et il est urgent. Ce problème est urgent. Pour moi-même, on n'avait pas souhaité. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on s'attendrait qu'il y ait, après ce dialogue-là, et qu'on estime qu'il n'y avait pas les résultats escomptés, qu'on organise encore un autre dialogue. Pourquoi pas d'autres dialogues avec des véritables acteurs, si possible? Parce que ceux qui ont assisté à ce dialogue, il faut le reconnaître, certains ne se sont pas reconnus dans ce dialogue-là. Certains ne sont pas reconnus dans ce dialogue. Mais donc finalement, on ne peut pas quand même avoir tout le monde. Oui, est-ce que finalement, on ne va pas se retrouver dans une configuration où on fait un premier dialogue, on a les premiers interlocuteurs, et à la suite, il y en a qui ne vont pas se reconnaître dans ces interlocuteurs, et que demain, on en trouve d'autres personnes, ainsi de suite. Ça risque... Monsieur Elan, si vous avez un problème dans votre famille, vous n'allez pas appeler le voisin. Vous allez appeler les personnes les plus proches, qui vivent certainement les mêmes réalités que vous. C'est une réalité. Est-ce que vous êtes sûr que ces personnes-là qui ont assisté à ce dialogue, tous, autant qu'ils étaient, ou autant qu'elles étaient, c'était véritablement des personnes qui étaient de la région? Bon, c'est vrai aussi que moi, je ne peux pas être dans la même analyse que Maman Henriette Ekoué, qui estimait qu'effectivement, on va aller sur le prisme des revendications. Parce que s'il faut faire des revendications, même dans le reste des régions, tout le monde a des problèmes. Tout à fait. Donc moi, j'estime aussi que nous aussi, dans le littoral, on a aussi nos problèmes. Mais sauf que ce qu'il faut faire, c'est que chaque région a ses spécificités. Et je pense que sur ce prisme-là, on peut comprendre effectivement les revendications des uns et des autres. Mais cela ne devrait pas encourager les uns et les autres à prendre des armes pour aller tuer. Bien sûr. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas parce que vous revendiquez que vous allez sortir pour aller tuer. Et vous tuez même qui? Les pauvres innocents. Et je pense qu'à un moment donné, il faudrait que les autorités aujourd'hui prennent un peu de recul et se dire qu'on a essayé telle chose, ça n'a pas donné. Peut-être utilisons une autre cartouche, peut-être en estimant qu'en l'utilisant, peut-être ça va avoir des résultats qu'on escompte et qui iront donc à la satisfaction de ceux des Camerounais que nous sommes. Parce que nous aussi, personne d'entre nous ne pourrait se retrouver dans... Aujourd'hui, personne ne peut aller là-bas dans ces régions. Vous voyez, vous imaginez. Pourtant, c'est le Cameroun. On aurait souhaité que dans ces régions-là, nous allons comme nous voulons. Même à Limbe aujourd'hui, c'est un manque à gagner pour beaucoup. C'était une ville touristique. Aujourd'hui, vous n'avez même pas d'aller même à Limbe. Parce que vous ne savez pas là où peut-être vous serez embuscadé par ces ababoys. Parce qu'ils sont partout. Donc vous comprenez simplement qu'on a intérêt à résoudre cette guerre. On a intérêt à trouver des solutions. Et je crois que les gouvernants ou les autorités ou encore l'État du Cameroun a les leviers nécessaires pour résoudre ce problème. Simon-Pierre Mahen. Alors, Michel Michaud-Moussala, résurgence des attaques. On regarde quand même la période. On est à une période pré-électorale. Entre cette résurgence des attaques, tant à Boko Haram que dans le Nozo, est-ce qu'on peut rapidement faire le lien avec l'élection présidentielle? Est-ce que c'est une façon, par exemple, de se faire entendre comme quoi c'est maintenant ou jamais? Xavier, je suis peiné parce que je suis témoin de l'histoire.
Je fais partie de ceux des journalistes, parce que 3 journalistes de la presse indépendante avaient été conviés en 91 à la tripartite, et je suis encore vivant. Vous savez quelles sont les résolutions de la tripartite? Dites-nous. Vous nous parlez de la décentralisation. En 91, les pères fondateurs qui vivaient encore, les pôles Sopo-Priso, étaient à cette tripartite. Le débat sur la décentralisation avait déjà été posé. Le débat sur la limitation du mandat du président avait été posé, qui existait déjà. Et un certain nombre de choses dans des résolutions de la tripartite avaient été posées et avaient trouvé des propositions concrètes. Mais posez-vous bien la question. Quelles sont devenues les résolutions de la tripartite avant que vous veniez nous parler du grand dialogue? Si nous restions silencieux, c'est parce que un certain nombre de choses. Moi, je détiens encore les résolutions de la tripartite. J'étais le plus jeune de la tripartite en âge. Parce que quand il a fallu signer la mouture qui demandait la levée des villes mortes, qu'on revienne à la normale, je faisais partie le plus jeune de la salle à avoir signé. Donc, les résolutions du grand dialogue sont venues à s'ajouter ce qui s'est fait. Est-ce que vous croyez qu'on a vraiment pris en compte les résolutions du grand dialogue pour que nous en arrivions à cette situation aujourd'hui? Nous sommes nous-mêmes responsables. En fait, ceux qui gouvernent en ce moment sont responsables. Nul ne peut se prévaloir de cette turpitude. Si on vous parle de l'article 66, on parle d'une simple déclaration de biens. Alors justement... Permettez-moi d'avancer. Pour revenir à dire que ce n'est pas la prise, ce n'est pas la violence qui concourt à l'évolution d'un pays. Le problème, c'est qu'on a réussi à implémenter les résolutions ou quelques pistes de ce qui a été arrêté dans les 2 forums, c'est-à-dire que la tripartite et le grand dialogue. Il faut bien se poser des questions. Comment comprendre que dans un État, tout à l'heure j'écoutais Simon Pierre en train de développer l'approche du dialogue et l'approche de ceux qui interpellent ceux qui dirigent la République en ce moment. Le problème est entre leurs mains. Nous n'allions pas aller chercher Dieu, comme on a souvent l'habitude d'interpeller Dieu pour venir résoudre ce problème. Dieu a tourné le dos. Il faut bien que les hommes de la terre en soient responsables. Parce que d'une manière ou d'une autre, ce qui se passe au Nozo devrait nous interpeller. Comment comprendre que depuis plus de 2 ans, les gens ont dit que le lundi est ville morte dans le sud-est et le nord-ouest. Et ça continue. Ça veut dire qu'on n'en appelle pas assez. On a mis en place 2 structures, celle de Mafani et celle de l'ancien gouverneur du littoral, dont le nom Fayango, Francis, pour y intégrer des individus qui vont se déclarer, dans la logique de laisser les armes. Les DDR. Des mobilisations et des armements. Et des armements. Si on a mis toutes ces structures en place et qu'on constate que ça n'a pas l'engouement réel que nous attendions, on change de forme. Alors, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites par le gouvernement. Par exemple, l'affectation de beaucoup de juges d'expression anglaise dans ces zones-là, c'est acté aujourd'hui. Il y a entre autres la création de beaucoup d'écoles. Par exemple, à Nasla, qui est une école d'administration de la décentralisation qui est créée dans le sud-ouest et le nord-ouest, ainsi de suite. Est-ce que, pour ne citer que cela, l'introduction de la loi OADA en langue anglaise, par exemple, il y a des efforts qui ont été faits dans ce sens. Mais pourquoi ça ne s'arrête pas? Mais, écoutez, vous avez laissé... Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres mobiles? On a laissé qu'un certain nombre de choses s'enracinent. Et c'est la raison pour laquelle je me suis posé des questions depuis la nuit des temps, à chercher à comprendre si ceux qui revendiquent, ceux qui prennent les armes pour venir tuer, ceux qui prennent des armes pour venir revendiquer, ceux qui déclarent une certaine journée comme étant la journée consacrée à l'indépendance du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que ceux-là sont fondamentalement des vrais Camerounais? Est-ce qu'on a réussi à identifier si ce n'est pas des bandes armées, des bandes organisées venant d'ailleurs? Et tout ce dont on arrête, dont notre armée arrive à maîtriser, est-ce qu'on les identifie comme étant des véritables Camerounais? Parce que d'une manière ou d'une autre,
quand vous allez au nord-est, au sud-ouest, vous allez voir qu'il y a un désossement des valeurs culturelles. Tous les chefs n'y sont plus dans leur zone. Tout à fait. C'est quand même eux qui devraient être des porteurs de messages pour faire dire aux autres. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de repère dans une société, ça devient problématique. Le problème du nord-ouest et du sud-ouest me donne l'impression qu'il n'y a plus de repères, il n'y a plus de presse, il n'y a pas de gens capables d'aller leur dire, écoutez, arrêtez. Peut-être que les gens ont estimé que c'est le président de la République qui devait se rendre sur le terrain. Il peut bien même s'y rendre. Mais il faut déjà qu'on comprenne qu'il y ait un début de processus de compréhension de l'acte ou des actes que les uns et les autres viennent à poser pour fragiliser l'existence quotidienne des gens. Moi, je suis souvent surpris que certaines élites, quand ils ont perdu un membre de famille, on les appelle pour dire, écoutez, si tu veux venir enterrer ta mère, voici les conditions à remplir. Et ils te disent que oui, celui qui l'a même appelé, il le connaît. Pour demander que tu viennes enterrer, que le corps de ta mère arrive. Lui, il envoie le corps de sa mère, mais lui-même ne s'y rend pas. Est-ce que finalement, ce n'est pas un état de non-droit qui s'est installé et où certaines personnes profitent, notamment pour faire de la surenchère? On peut penser le dire ainsi. Mais je dis bien que dans aucun pays, et si, moi quand j'écoute certains militaires, quand j'écoute certains militaires, ils te disent, monsieur le journaliste, vraiment cette histoire qui se passe au nord et au sud-ouest, si on nous laisse faire, c'est une histoire qu'on peut en finir avec. Ça, c'est le langage que me tiennent souvent certains militaires comme ça qui me disent, écoute, quand ils me croisent en route, monsieur le journaliste, ce qui se passe au nord, si nos patrons veulent que ça finisse, ça va finir. Quel intérêt ont-ils à ce que ça ne finisse pas, Michel? Ben, écoutez, moi, je ne suis pas là pour supputer sur les approches de qui veut ou qui ne veut pas. Ce que nous disions, c'est l'existence des Camerounais. Et tout Camerounais devait vivre en toute sécurité dans sa zone. Et les seules structures appelées à faire vivre cette sécurité, quand ça ne va pas, on y met les moyens. Même qu'on arrête à acheter à certains délégués ou à certaines structures des grosses voitures, qu'on mette le plus de moyens, qu'on concentre le moyen matériel, qu'on concentre des moyens financiers, qu'on consacre des gros moyens pour pacifier, et je le dis, pour pacifier le nord-ouest et le sud-ouest. Parce que ailleurs, nous avions vu, et cela s'est résolu à travers aucun État, au jour d'aujourd'hui, aucun État, même le Soudan, qui s'émiette avec le Soudan du Sud et le Soudan. Vous verrez que même là-bas, les chefs de guerre qui y sont pris en otage, ils sont dans une portion congrue parce qu'aujourd'hui l'ONU n'accepte pas, même s'il y a de gros intérêts, même la RDC, où nous voyons les groupes comme le M23 du côté de Goma, de Goma à tout moment, l'État du Congo, la RDC mobilise les moyens nécessaires, même quitte à ce que de prendre des partenariats extérieurs rassurants. Parce qu'un partenariat rassurant militairement à la trompe. Qui veut les minerais? J'ai dit, au-delà de venir puiser les minerais, il y a quand même des accords sincères sur le plan politique, pour dire que si nous n'avions pas des idées assez outillées pour que nous arrivions à avoir la sérénité dans ces zones-là, il y a des méthodes qu'on peut mettre en place davantage, comme nous sommes en train de le dire sur ce plateau. Vous imaginez que si on n'avait pas la paix dans cette zone, nous ne serions pas sur ton plateau. C'est exact. Donc, le problème est réel. Nous avions décortiqué ici sur ce plateau tout un ensemble de choses pour essayer d'amener la paix. Mais il y a des fondamentaux qui n'ont pas été évoqués. Il faut le dire. Est-ce que ce qui a été retenu au grand dialogue national a été appliqué pour implémenter ça dans le nord-ouest, l'ensemble de ce qui a été évoqué, un certain nombre qui paraissait être primordial ont été implémentés. Est-ce que ce qui a été dit à la tripartite a été implémenté dans ce pays? Une question de politique
Et c'est pour ça qu'on dit que d'une manière ou d'une autre, si nous ne pouvions pas voir la chose en termes d'intérêt national, ça va compromettre toutes les démarches que les uns et les autres vont vouloir se donner. Arrêtez tout ce qu'on arrête. Alors, il y a une question qui fâche. Michel, c'est la question qui sera posée à tous sur ce plateau et ce sera justement en 1 minute. Chacun va se prononcer là-dessus. Beaucoup de personnes estiment que si jamais il advenait que le pouvoir bascule et se retrouve du côté, par exemple, des anglophones, ça mettrait fin à la guerre. Est-ce qu'il faut y croire? Ce n'est pas évident. Parce que, en ce qui me concerne, ma lecture d'analyse politique, qu'on mette un anglophone qui n'a pas... Je ne peux pas juger le futur. Parce qu'il est un peu difficile de juger le futur parce qu'il peut y avoir des insinuations politiques qui concourent. J'ai écouté un candidat dire qu'en 100 jours, il va régler le problème anglophone. Je pense que bien avant, il aurait pu démontrer qu'il est dans la possibilité. Le tour n'est pas d'aller faire un tour dans la ville de Bamenda en journée, où vous êtes même escorté. Hein? Tous ces leaders-là qui vous parlent là. Est-ce que dans les plans, moi j'ai écouté les projets de société qu'ils ont présentés, je n'ai pas vu une approche qui fasse à ce qu'on dise que c'est rassurant que si tel candidat nous lui donnons le pouvoir, qu'il prenne le pouvoir, il en fera une affaire prioritaire. Merci. Merci Michel. Alors la question reste, c'est la même. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que si jamais, s'il advenait, nul ne peut lire dans la boule de cristal, mais est-ce qu'il y a quelques indicateurs qui peuvent quand même permettre d'envisager la chose ainsi? C'est-à-dire que si un anglophone venait à prendre le pouvoir, ou encore un Camerounais d'expression anglaise, l'expression est bonne, venait à prendre le pouvoir, que cela mette finalement fin à la guerre et qu'on n'ait plus à voir des veuves et encore moins cette pluralité ou encore cette pluie d'orphelins? Est-ce que parce qu'on est anglophone qu'on aura tous les armes nécessaires pour résoudre ce problème? Je ne crois pas. Parce que même s'il faut avoir maintenant un anglophone au pouvoir, je ne suis pas sûr qu'il aura, il aura tous les éléments nécessaires pour résoudre ce problème. Moi, je ne vois pas ça de cette façon. Posons la question autrement. Est-ce que ce n'est pas l'une des conséquences du fait qu'un certain nombre de résolutions, par exemple de 72, n'aient pas été respectées après justement ce référendum qui permettait aux Camerounais du Nord et au Sud de devenir plus de Cameroun, mais un seul Cameroun? Beaucoup estiment, ça c'est ce qui revient de temps en temps, que ceux de l'autre côté estiment qu'ils ont été marginalisés. Est-ce que vous savez que généralement, à force de... Lorsqu'on a faim, qu'on nous sert à manger, au fur et à mesure qu'on mange, on a encore besoin de continuer de manger, surtout quand on sait que la nourriture est séculente. L'image, c'est pour dire quoi? L'image, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que même si effectivement on s'en tenait à ce qu'on puisse considérer qu'ils ont des revendications, comme ce que vous avez soulevé là tout à l'heure, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y aura pas un autre problème qui devait surgir? C'est aussi la question qu'il faudrait se poser. Oui, mais c'est la politique. Oui, c'est la politique. Les sujets apparaissent les sujets apparaissent régulièrement. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne saurait nullement pas prendre les choses sous ce prisme-là, parce que ce qui est sûr, il pourrait toujours avoir une situation qui devrait se poser et qui nécessiterait qu'on puisse prendre des dispositions nécessaires. Donc, si on va regarder le problème tel que vous êtes en train de le présenter, un anglophone au pouvoir, c'est vrai. Il faudrait peut-être, comme certains le disent, un anglophone pour résoudre les problèmes des anglophones. On a vu comment ça se passe. Oui. Par exemple, au Canada ou encore dans d'autres pays, on sait que les dispositions constitutionnelles permettent qu'après un certain moment, qu'on n'y soit plus, qu'on note une certaine alternance, ou alors ailleurs, tant qu'un président est francophone, son vice est anglophone, et ainsi de suite. Ce modèle d'alternance, peut-être que ça évite de créer beaucoup de frustration. Je vais encore vous prendre une image. Allez-y. Est-ce que vous savez que généralement dans les accords, lorsqu'on a déjà fini de signer les accords, et qu'on se rend compte qu'on en bénéficie et qu'on s'en sucre, c'est difficile de respecter les engagements que nous avons pris au préalable, même si vous étiez partie prenante. Ça, c'est une réalité. Et quand vous savez que vous avez tout le nécessaire, vous pensez quelle est la personne qui ne pouvait accepter revenir sur les accords et dire qu'il va fonctionner selon les accords, comme vous avez déjà dit, les accords qui ont été signés au préalable dans les années, pratiquement plus de dizaines d'années aujourd'hui. Qui pourrait le respecter? Le président actuel, sur ces accords-là? Mais peut-être qu'il ne faudrait pas se tromper là-dessus. Mais Xavier, les mauvaises langues pourront même dire, depuis pratiquement 20 ans, la primature est tenue par les anglophones. Si nous voulions compter à l'appel Mafani, Fayango,
c'est lui qui avait dit que le père, son âme, le défunt qui avait dit que politique n'Andjangi, tous ont occupé une fonction de la primature. Les mauvaises langues diront qu'ils ont occupé cette fonction, mais ça n'a pas empêché. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut bien qu'un anglophone vienne à diriger aussi ce pays. Mais, écoutez, le choix d'un anglophone ne serait pas un choix de nous quatre ici sur ce plateau. Il faut bien que c'est la nation qui se prononce pour le choix de l'anglophone. Il faut donc quelqu'un de charismatique, quelqu'un reconnu pour son intégrité morale, quelqu'un reconnu pour un certain nombre de choses pour qu'il advienne. Sans oublier le véritable projet politique. Alors, Henriette Koué, on est avec vous, oui. Pas à pas. Pourquoi le président Ahidjo va à l'Assemblée nationale en 71, 72 pour dire que le poids économique du fédéralisme fait en sorte que ça compromet nos chances de développement. C'est ce qu'il présente. Mais la réalité, c'est que la France était contre cette réunification. Et pourquoi la France se lève? La France se lève parce qu'on va bientôt commencer à produire du pétrole. Et qu'en produisant du pétrole, les anglophones sont assez teigneux pour demander leur part. Voilà l'objectif politique que la France-Afrique a mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas ça. Quand, par exemple, quand il y a eu l'élection de 92, on a attendu 2 mois les résultats. Pourquoi? Parce que Mitterrand a dit un anglo-saxon au Cameroun, jamais. Je suis prêt à soutenir le président de la République pour qu'il fasse la répression, mais que le Cameroun, qui est une perle, tombe entre les mains des anglophones, jamais. Bon. Il y a un problème. Il y a des problèmes, par exemple, une différence entre les élites, les chefs, les ministres et tout ça, qui ont des investissements de l'autre côté. C'est-à-dire, à Yaoundé, à Douala, ils font leur business, ils font des affaires, ils ont des entreprises, etc. C'est de ce côté-là que les affaires prospèrent, parce que ça marche, il y a une grande population, etc. Donc, les revendications de ces jeunes ne sont pas les revendications de l'establishment, c'est-à-dire les chefs traditionnels, ils ne sont pas avec eux. Les élites de l'administration ou économique, ils ne sont pas avec les Amba Boys. Mais les Amba Boys disent, c'est notre fierté. Eux, ils ne veulent pas le faire parce qu'ils ont trop d'intérêt de l'autre côté. Oui. Mais nous, on ne voit pas d'intérêt. Il y a une différence, il y a un conflit de classe entre les grands et les petits là qui ont pris les armes. Et cette histoire-là ne peut pas se régler si on n'arrive pas à faire soit un autre dialogue, soit quelque chose. Le fait que les anglophones disent « nous, ça ira plus vite », ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que quand Mafani Moussonga a fini de faire son rapport, quand ton frère Mbamwa, qui est mort, Abouem Achoy, Abouem a dit beaucoup de choses pour dire que notre fédéralisme n'a pas bien fonctionné et qu'il y a eu des frustrations. Tout à fait. Quand le président, le secrétaire général, le Ghanéen, il vient dire au revoir au Cameroun. Il vient... Kofi Annan. En 2001, il y a un grand dîner d'État. Et qu'est-ce que Kofi Annan dit? Au moment du pot toast, il dit la question anglophone, il faut s'en occuper. Parce que ça commence des petites escarmouches, on va, on met le drapeau, on vient, on tire un peu, tout le monde disparaît dans la nature. Mais un jour, ce sera autre chose.
je vous demande, à vous, au président de la République, de faire tout pour que cette crise anglophone, qui a commencé comme un petit jeu, tous les 1er octobre, ils vont là-bas, ils hissent le drapeau, ils racontent comment ils ont été frustrés, etc. Nous avons un problème de la manière dont on a traité cette fin de machin. D'abord, on avait prévu dans notre Constitution qu'en cas de vacance du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend. C'est-à-dire la deuxième personnalité du pays. C'était Estimouna. Et Ahidjo, en 1975, fait une constitution où il change ce qui va se passer en cas de vacances. Il dit, je nomme un premier ministre en 1975 et c'est lui qui prendra le pouvoir s'il y a vacances de pouvoir. Ça se passe en 1975. En 82, il s'en va et l'anglophone, le francophone prend. Les anglophones se sont sentis floués. Mais il y a beaucoup de choses comme ça qui font que quand on a regardé, et certains analystes ont dit, effectivement, quand on regarde les principales personnalités de l'État qui gèrent des institutions, ils sont majoritairement des anglophones, des francophones. Et ça pose problème aussi sur notre unité qu'on proclame tous les 20 mai, mais qui n'est pas réelle dans le fond. Dans les faits. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette belle lecture au sujet de cette actualité relative, notamment à ce regain de tension et surtout de morts et surtout de décès, d'attaques du côté des régions anglophones et même dans l'extrême nord du Cameroun. Madame, Messieurs, nous connaîtrons une légère transition et nous reviendrons, nous parlerons tout à fait d'autre chose. De retour sur ce plateau, une autre actualité politique a d'ailleurs fait les choux gras de la presse. Il y a quelques jours, le professeur Maurice Kamto annonçait donc son retour au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ce qui a donc suscité encre et salive et produire encre et salive tant sur la toile que dans la presse. Et nous, ce soir, on s'interroge, ce retour était-il un retour obligatoire? Le fallait-il absolument pour la survie du parti? Et d'ailleurs, sur ce plateau, vous étiez la dernière à prendre la parole. Henri Tekwe, vous êtes une journaliste et des premières heures, vous maîtrisez l'actualité politique de par vos faits d'armes journalistiques. Est-ce qu'il fallait absolument que le professeur Maurice Kamto revienne au MRC pour que le parti ne meure pas? Mais c'est évident. Il sentait que le parti pouvait lui glisser entre les doigts. Et Mota était assez conciliant pour dire que, bon, si notre président est évincé, il faut qu'on voit d'une manière globale vers quel candidat on va aller. Bon, et puis, quand on a un parti politique, c'est un instrument de chantage. Le type était au Manidem, il ne se plaint pas, il fait demi-tour. Et il revient parce que c'est dans son parti qu'il peut manger. Hein? Je vais vous donner un exemple. Le président Ekindi, le coordonnateur, il est parti. Du MP. Oui, MP. Celui qui est resté derrière, c'est-à-dire Zipan, que tu connais. Hilaire a fait un congrès, machin, Hilaire est devenu le président. Mais il a même adoubé. Oui. Il a adoubé Zipan. Oui. Mais comme le coordonnateur est parti, il a démissionné. Mais il ne voit pas les retombées de son ralliement. Il a fait demi-tour. Et il a dit non, il faut aller attaquer la candidature de Zipan. Et quand je vois donc la présidente d'aujourd'hui, Christiane Moulende, elle dit, nous, non, on n'a qu'un candidat, c'est le président Biya. C'est tout. Donc, c'est normal pour moi. C'était normal que Maurice Kamto fasse demi-tour, puisque l'opération n'a pas prospéré. Il faut qu'il récupère son parti.
avant que son parti ne lui échappe. Cela est possible? C'était possible? C'était possible que le parti lui échappe? Mais bien sûr que c'était possible. Puisque certains dirigeants disaient déjà qu'il est très fâché, mais qu'il vaut mieux qu'on suive l'ensemble de l'opposition pour voir de quel côté on va se tourner pour l'élection. Et quand Kamto revient, d'abord sous insistance de Jean-Michel Nietzsche, il revient et il dit, bon, tout le monde va défiler devant moi. Il ne peut pas dire ça quand il est dans un autre parti, qui était le Manidem. Donc, moi, je comprends tout à fait qu'il reprenne sa maison et qu'à partir de là, il peut négocier des choses. Que de rester quelque part où Ekanet lui donne les ordres. Voilà. Que de rester, comme on le dit généralement sur la toile, parti Yango, mais nous, on ne dira pas ça ce soir. Alors, Michel Moussala, on a quand même vu le président Maurice Kamto qui, à un moment donné, dictait la conduite politique au Cameroun parce qu'il animait pratiquement la plupart des débats politiques, chacune de ses actions qu'il menait. Alors, ça attirait véritablement tous les regards et surtout toutes les caméras. Il revient au MRC. Est-ce qu'on va se dire que bientôt, ça va recommencer? Tout à l'heure, ma sœur Henriette a fait des illustrations. Je crois que c'est parce que nous sommes habitués, nous journalistes, à vivre des scènes politiques qui, ce geste ne me paraît pas surprenant de la part du professeur Kamto. Je pense que c'est une habitude des leaders de partis politiques. Lui, il a évoqué Kindi. Elle a refusé sciemment d'évoquer Kane dans le Manidem. Quand il avait mis... Yebga. Non, pas seulement Yebga. Avant Yebga, Mbadakani. Oui. Quand les élections sont arrivées, il a vu que Mbadakani l'échappait. Mbadakani prend l'initiative d'aller se faire inscrire dans le G20 sans qu'il ait donné son accord. Et quand il a retiré son parti, cet incident de Yebga vient tout simplement asseoir que les deux, après Mbadakani est venu Yebga. Et Yebga ne s'est pas retiré. Le contentieux qui est venu foutre la merde, c'est que c'est un vieux problème. Parce que même le procès que Mbadakani avait intenté contre le Manidem n'a jamais arrivé à son terme. Les procédures se suivent encore au tribunal de Douala avant qu'il n'aille créer son mouvement, lui, Mbadakani. Yebga n'a fait que dormir. En attendant la bonne échéance, on a utilisé un électron qu'on sait qu'il peut venir déranger. Oui, moi, il faut que je dise des choses. Journalistiquement, c'est des choses que je suis. Parce que c'est la nature. Quand que monsieur non, il est très proche du Manidem, dans le même quartier. Donc, non, je sais ce que j'ai été dans le Manidem. Elle et moi, nous ne pouvons pas dire un certain nombre de choses. Mais le retour du professeur Kamto, et je peux vous dire que quelques voix se sont commencé déjà à s'élever. Et même son retour, jusqu'ici, il y a des contestataires qui estiment que son retour n'est pas légal, qu'on est passé par une autre chambre parmi les membres du bureau du MRC, que ce n'est pas la démarche classique qui a été adoptée, parce qu'il a fallu qu'on convoque un congrès, qu'on n'utilise pas la fameuse chambre. Mais il était pressé. Donc, M. Kamto, il y a des récriminations qu'on a faites contre lui pour son même parti. J'ai cru lire un truc de Foguet qui est extrêmement critique vis-à-vis de son parti. Et Kamto, Monsieur Kamto ne pouvait pas s'exprimer d'une autre manière et avec d'autres emblèmes. Le seul emblème qui est référentiel pour le professeur Kamto, c'est le MRC. Et il fallait trouver un moyen. Mais maintenant, il faut bien que Ekane le libère. Parce qu'il a pris sa carte dans le Manidem. Si demain... Oui, mais il est libre, hein? Non. Il faut que son président du parti acte son retour au MRC. Parce que nous sommes en politique. Et tout ça, c'est des glissements qui peuvent s'opérer. Alors, laissez-moi le dire, parce que c'est dur à le comprendre. Mais nous qui faisons que la lecture politique, c'est
tout à fait normal. Et ce retour du professeur Maurice Kamto au sein du MRC a d'ailleurs fait réagir Dieudonné Yebga, qui était d'ailleurs au centre d'une controverse lors des récentes audiences ou encore au Conseil constitutionnel. D'ailleurs, nous avons à l'écran cette lettre-là de Dieudonné Yebga qui dit justement par décision numéro 28, CC SR, voilà, CE, des 4 et 5 août 2025, le Conseil constitutionnel a adoubé Monsieur Yebga Dieudonné, de la République, siégeant en matière de contentieux préélectoral, a adoubé Monsieur Yebga Dieudonné, président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance, la démocratie Manidem, de son action en contestation de la résolution numéro 2025-013 R et les CAM CE du 26 juillet 2025 par laquelle Election Cameroun rejetait la candidature à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Quelques jours seulement après cette décision, il est désormais aisé de constater et d'acter que la candidature présentée par les organes ou individus non habilités et prétendant agir sous les couleurs du Manidem était manifestement et exclusivement dolosive, comme ayant pour seul but d'empêcher M. Yebga Dieudonné de se présenter à la sudite élection. La communauté nationale et internationale ont ainsi pu constater qu'à peine le Conseil constitutionnel a-t-il vidé sa saisine et son objectif inavoué ayant été atteint, le candidat ayant à tour mener l'élection Cameroun, puis le Conseil constitutionnel a évoqué des pluralités d'investiture du Manidem, s'en est visiblement retourné à son parti après macabre mission accomplie. En prenant l'engagement solennel de prendre toutes mesures légalement appropriées pour faire cesser toute imposture au sein du parti, le président du Manidem appelle l'autorité compétente en la matière d'une part et constater formellement cette autre farce et en tirer toutes les conséquences qui s'imposent à l'effet de ne pas apparaître comme une administration ayant été ou facilité une grave imposture et d'autre part à assainir le sommier des partis politiques avant les échéances à venir. C'est donc fait le 13 septembre, c'était hier, et signé Dieudonné Yebga. Mais non, puisqu'on a rétabli, il y a eu un bug qui avait chassé le nom de Kane. Maintenant, le bug, ça a été rétabli, que Ekane est à nouveau le président de... Parce que justement... Ekane a offert un yango dont on ne voulait pas. Henriette, moi je ne suis pas... je ne veux pas prendre en compte le rédactionnel de M. Yebga. Il faut prendre tout simplement les jeux politiques. Et quand on est en politique, il faut savoir se tenir. Et de quel côté Yebga s'en tient aujourd'hui? J'ai écouté tout ce qu'il a rédigé, mais il faut comprendre que M. Kamto avait besoin d'un service. Le service qu'il a sollicité, c'était le Manidem. Monsieur, ça n'a pas abouti à ce qui devrait y être. Maintenant, M. Kamto retourne dans ses anciens amours. Et je pense tout simplement que il rentre chez lui. Donc, c'est là-bas chez lui qu'il y aura le véritable jugement. Parce que d'une manière ou d'une autre, il y a des gens dedans qui estiment qu'ils reviennent pas de la bonne manière. Il y a des glissements qui se sont opérés. Ils ne sont pas d'accord avec la tenue, comme on appelle la fameuse chambre qui figure effectivement dans les dispositions du MRC. Mais, monsieur le président, le professeur Kamto, a besoin d'un espace qui lui permette de s'exprimer. C'est le MRC, aujourd'hui bien installé, bien mis par lui. C'est lui qui a mis les structures en place. Et je crois qu'il y avait peut-être un engagement secret en allant au Manidem qui ne lui fermait pas entièrement la porte arrière. Parce qu'en fait, même quand il allait au Manidem, c'était pour appeler les militants du MRC à le voter au cas où sa candidature passerait. Donc, il n'est pas là, il est parti, il est rentré. Comme Henriette a dit, si tu n'es pas à la tête d'un parti politique, tu n'auras pas un espace d'expression. Donc,
Et même contrôler tout. Même contrôler la tout. nourriture. Sauf si c'est... Voilà. Je m'évite même de dire qu'il y a la nourriture, mais parler ne serait-ce que d'autorité. C'est aussi être à la tête d'un parti politique. Donc, d'une manière ou d'une autre, si j'avais eu... Vous sortez par là, oui? Je sors par là. Dans ce glissement de jeu politique, j'écoutais Zipang sur les espaces qui lui avaient été accordés sur les plateaux de télévision et des radios. Si j'avais lui donné un conseil, j'étais convaincu. Moi, Moussala, je lui aurais dit que Zipang, agite-toi. Le moment venu et Kindi va sortir du RDPC. Il ne t'a pas donné, il a tenu la corde et t'a laissé aller au choc. Voilà. Merci. Alors, quelle réaction après cette sortie, Simon Pierre Mahen, de Dieudonné Yebga, qui jusqu'alors était quand même dans le silence? Et le retour du professeur Maurice Kamto l'amène à sortir justement. Le retour de Maurice Kamto, il vous a dit qu'il était là-bas où? Mais il était au Manidem. Non. Tout le monde l'a vu. Il était au Manidem. Et d'ailleurs, il l'a annoncé au cours d'une conférence de presse, avoir démissionné. Permettez. Oui. Entre ce qu'on dit... Entre ce qu'il dit. Non. Ce qui se dit. Oui. Changeons même d'expression. Ce qui se dit. Et ce qui est fait. Dia, on nous dit souvent, ne peut que parler en droit celui qui a les preuves. Il a parlé. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Qui a vu la lettre de démission du professeur Maurice Kamto, du MSC? Tout le monde dit qu'il a démissionné. Non, mais soyons quand même sérieux. D'accord. Qui a vu la lettre de Maurice Kamto, la lettre de démission de Maurice Kamto, du MSC? On s'en tient à ses propos. On s'en tient. Vous savez, il y a... Nous sommes sur un plateau de télévision. Oui. Je peux vous rassurer que sur le plan professionnel, si nous tenions un langage qui... Désobligeant? Non, je ne veux pas parler de désobligeant. Un langage qui ne scie pas. Oui. Voilà le mot. Oui. Qui ne scie pas avec le CNC. Oui. Ils ne diront pas que voici la bande. Hein. On vous dirait que Simon Pierre est venu tenir tel langage sur le plateau. Nous sommes quand même dans une administration. Les choses ne se font pas seulement à la volée. Vous ne pouvez pas arriver dans une... C'est vrai quand même que les choses peuvent être actées, même sur les simples déclarations que quelqu'un peut faire. Tout à fait. Mais je crois quand même qu'on est dans une administration. Et il n'avait pas un petit poste dans le MSC. Il était quand même président. Le président, tout à fait. Donc, nous, on s'attendait forcément à ce que sa démission soit actée, pas écrit, pas de manière verbale. Donc, moi, je suppose que le professeur Maurice Kamto était encore resté dans le MSC. Soyons sérieux. Il était encore... Parce que il était encore dans le MSC. C'est même une évidence. Non, alors, il était encore dans le MSC. Ouais. Parce que s'il avait démissionné, son retour ne devait pas aussi être facile de cette façon. Soyons sérieux quand même. On se lève par un 4 bon matin et dit que bon, ok, sous le prisme de certains accords qu'on a traités avec un tel parti, et quand ça n'a pas marché, on revient aussi facilement et sous le prétexte que... On reste dans votre logique. Il y a quand même un certain nombre d'instances qui contrôlent toutes ces choses. Est-ce que vous allez dire que du côté du MINAD, par exemple, on n'a pas pris les dispositions à vérifier effectivement cette démission qu'elle avait été actée? On doute fort que ce n'ait pas été le cas. Puisque sa démission a été remise en cause. Ça a été remis en cause. Puisqu'on a posé... Dans les plateaux de télévision, on se posait la question de savoir à quel moment Maurice Kamto a démissionné du MRC. Le plus tôt possible. Donc, le plus tôt possible. Et le plus tôt possible ici, à moins d'un mois, vraiment, honnêtement, je ne saurais nullement pas. Je sais quand même qu'au sorti de ce plateau, et sur la base des interrogations et des analyses que nous sommes en train de faire ici, beaucoup de personnes, ou encore certains militants, vont nous lyncher sur les réseaux sociaux. Mais c'est une habitude. Mais ce que nous voulons dire, je voudrais préciser ici, que je ne saurais faire des analyses sur une personne, sur un personnage politique qui est inconséquent dans ses décisions. Parce que comment vous le dites? Non, laissez-moi quand même analyser mes propos. Je ne saurais nullement pas, puisqu'on est toujours habitué. Parce que moi, à un moment donné, le professeur Maurice Kamto a perdu sa crédibilité sur ses va-et-vient. Tantôt il est ici à gauche, tantôt il est à droite, tantôt il est devant. Finalement, vous ne comprenez plus rien de tout ce qu'il est en train de faire. Il a perdu, c'est-à-dire qu'il a perdu l'assentiment de ceux qui l'observaient et qui l'appréciaient au départ à travers ses positions. Est-ce que cela ne rentre même pas dans le jeu politique? Parce qu'on dit très souvent que l'homme politique, c'est celui qui sait justement regarder le sens du vent et s'adapter par rapport... Si on va regarder les choses de cette analyse, ça veut dire en fait que le professeur Maurice Kamto est en train de jouer le jeu du gouvernement ou encore du RDPC. Soit vous allez donc me le dire.
qu'il est là simplement, il a été donc désigné pour être comme un obstacle pour les opposants. Moi, si on va donc analyser cette façon, parce que moi, je pense que si on est un homme politicien et digne, on doit rester conséquent dans ses décisions. Honnêtement. Ce qui est souvent difficile en politique, Simon-Pierre. Ce qui est souvent difficile. Parce que nous retenons une belle leçon du feu ministre Kodok, qui avait dit que quand on veut se noyer, le serpent. Même le serpent, on peut s'agripper. On peut s'agripper. Et ça témoigne justement la question qui a été posée tout à l'heure. Les hommes politiques analysent l'environnement au fur et à mesure qu'il est changeant. Ce que je voulais dire. Oui, Henriette. Il est évident que si le président Kamto ne revient pas dans son parti, c'est Mota qui va piloter les choses. Or, le président Kamto pense que il ne vendra pas sa peau comme ça. Donc, il doit être au cœur de l'action pour que les candidats défilent devant lui. Ça pose la réalité, nous la vivons aujourd'hui. Tous les postulants au poste présidentiel sont à la trousse du candidat Kamto, qui lui n'a pas été investi pour avoir son électorat. Il faut préciser quelque chose, doyen, je ne veux pas t'interrompre, même si j'étais déjà interrompu, mais le véritable problème, ce n'est pas autant le parti qui intéresse. C'est quoi? Non, soyons sérieux. Ce n'est pas le parti qui intéresse. Qu'est-ce qui intéresse? C'est le personnage. Il faut faire la différence entre le personnage et le parti du MRC. Si les gens aujourd'hui viennent à la rencontre du président Maurice Kamto, ce n'est pas à cause du MRC, c'est à cause de lui-même. C'est pour l'électorat du MRC. C'est pour l'électorat du MRC. Voilà. Je suis d'accord. Mais qui représente le MRC? Ce n'est pas autant. Parce que, imaginez-vous un seul instant. Le Malidem s'est réveillé grâce à Maurice Kamto. Parce qu'on a commencé à parler, et même ceux qui étaient même considérés comme étant des pourfendeurs, même du Malidem, des Canets, sont devenus ses amis. Surtout mes amis du MRC. Donc, en fait, vous comprenez ce qui se passe. Qui est vrai, exactement. Donc, vous comprenez simplement qu'aujourd'hui, on assiste soit à une manipulation. Laquelle? Non, mais donc, soyons sérieux. Qui manipulerait Soit oui. Le professeur Maurice Kamto. Il veut exister, mon fils. Mais il veut exister. On ne refuse pas l'existence du professeur. Mais sauf que déjà, le simple personnage existe déjà. Et je crois que il n'a pas besoin. Je suis d'accord avec elle, avec maman Henriette Ekoué, qui estime et qui dit que peut-être il y a d'autres enjeux au sein du parti, que s'il est éloigné de ce parti, il ne va pas en bénéficier. Là, je suis d'accord. Oui. Alors, il y a une question qui revient. Si Mota dirige, c'est pas du tout évident. Il y a une question qui revient, maman Henriette Ekoué, Simon Piemahen et Michel Michaud-Moussala. On se rend compte que la plupart des personnes attendent l'alternance. C'est d'ailleurs ce qui est demandé au président Paul Biya. Lorsqu'on a vu le président Maurice Kamto parti du MRC, est-ce qu'il n'était pas envisageable, par exemple, que lui revenu et qui voulait donner des belles leçons de démocratie puisse permettre qu'une autre personne dirige le MRC et que lui soit en arrière? Est-ce que c'était inenvisageable? Est-ce que le professeur Maurice Kamto vous a dit un jour qu'il est un démocrate? Il ne pouvait pas laisser. J'ai horreur de voir des gens qui passent leur temps à critiquer, à avoir des critiques acerbes contre le président Biya, qui n'est pas un démocrate. Alors même au sein même de leur parti, ils ne parviennent pas à montrer le bon exemple. Parce que regardez simplement ce qui se passe. Oui. Maurice Kamto, soi-disant, il démissionne du MRC. Le vice-président assure, on vous dit qu'il assurait l'intérim. On n'a pas dit qu'il était le président. Oui. On s'attendait forcément à ce qu'après la démission, peut-être qu'il y ait un congrès qui formalise notamment. Qui formalise, n'est-ce pas, le nouveau président. Mais ça n'a pas été fait. Et c'était à dessein. Donc on lui a laissé la place ouverte. Va, fais ce que tu as fait. Est-ce que c'est pas une sorte de messianisme? Ta place est toujours là. Oui. Non, mais c'est pas une question de messianisme. Et je vais vous dire que... Mais il y a du messianisme dans le MRC. Justement, parce que la question, est-ce que c'est pas une sorte de messianisme comme quoi, si on n'est pas là... Soyons sérieux. Oui. Aujourd'hui, quand même au sein même du RDPC, il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur la politique du président Biya, même au sein du RDPC. Encore qu'il y a deux ailes. Il y a l'aile dure et l'aile progressiste. Il y a les conservateurs qui ne voudraient absolument pas que les choses changent. Comment vous pouvez accepter que le professeur Maurice Kamto, quelqu'un a dit, s'il dit je vais,
je vas. Oui. Ça veut dire que quelles qu'en soient les décisions qu'il est tenté de prendre, les gens vont simplement adouber cela, ils vont fonctionner comme il est en train de dire. Moi, je pense que sur le prisme, sur les leçons de la démocratie, il n'est pas habilité à donner des leçons. Vous voyez même très bien combien de personnes ont été débarquées de ce parti parce qu'ils ont simplement, c'est-à-dire qu'ils ont seulement eu l'idée. Critiquer. Soit même avoir même l'idée même d'être président de ce parti. Mais ils ont été débarqués comme des malpropres de ce parti politique. Vous pensez qu'on peut dire de ce parti qu'il y a une démocratie? Nous disons non. Nous pensons qu'en fait, soit il faudrait le dire, soit on assiste simplement à une distraction pure et simple de ce parti. Parce que sur les enjeux politiques, que fait le MSC dans les enjeux politiques? Si ce n'est distraire les gens, si ce n'est la distraction. Alors, c'est vous qui dites. Non. On se rend quand même compte. Simon, c'est une relance. Oui. On se rend quand même compte que c'est, disons-le, les choses comme elles sont. C'est le seul parti, notamment de l'opposition, qui met véritablement le gouvernement en difficulté. Chaque annonce, notamment. Voyons les faits. Chaque annonce, par exemple, d'une manifestation, on voit toute la mobilisation, la grande mobilisation policière qui est mise en branle. Là, ce sont des faits visibles qui sont palpables. Mais parce qu'aucun parti n'est autorisé à exister. Mais imaginez un seul instant. Si moi je sais que j'ai l'assentiment, j'ai des personnes qui courent derrière moi, j'ai les personnes qui adoubent ma politique, j'ai les personnes qui me suivent toujours, je vais utiliser ce pouvoir que j'ai pour faire du chantage. Mais Simon Pierre, c'est la posture normale de l'exercice politique. Je ne suis pas contre. Si le RDPC n'avait pas ses disciples qui suivaient quotidiennement les appels à des meetings, des appels à des manifestations, le RDPC serait une entité vide. La politique, c'est ça la notion de l'usage des hommes. Parce que d'une manière ou d'une autre, on donne des définitions à la politique selon que vous vous placez d'un côté comme d'un autre côté. Okay. Donc pour moi, ce que tu développes là n'est pas du tout faux. Je dis tout simplement que la stratégie au sein du MRC s'est fait connaître d'entame dès que le professeur Maurice Kamto a dit qu'il allait chercher son suffrage à travers le Manidem. Mais pour les observateurs de la scène politique, quand M. Mota a pris le pouvoir, on a dit qu'il assurait l'intérim. Oh, c'est ce que nous appelons par notion d'intérimaire dans notre pays. Souvent, il y a des intérimaires qui continuent au point que plus tard, on les endort même dans l'intérimage pour qu'ils restent continuellement. Mais dans le cas d'espèce, ça n'a pas mis long. Le jeu n'a pas mis long. Et le président Kamto décide de regagner sa chapelle. Parce que les divergences ont commencé aussi tôt. Parce qu'il a vu venir la chose. S'il s'en met de côté, il risque de subir 3 fois les mécanismes du jeu politique qui risquent de s'appliquer à lui. Parce que Kamto n'est pas aussi bête, il a vite vu les ajustements qui se sont opérés à l'espace d'un mois autour de son parti. Et il faut bien qu'il regagne la maison. Mais moi, ce que je voudrais dire, et je vais chuter par là, c'est quelle est la représentativité du mouvement pour la reconnaissance, pour la renaissance du Cameroun. Sur le chéquier politique. Simon Pierre, cette question... En dehors de ce qu'on peut voir là, cette mouvance des internautes qui a dit cela, qu'est-ce que le MSC représente sur le chéquier politique? Rien du tout. Et tenez-vous tranquille, je vais vous dire. Il était deuxième. C'est justement la question. Mais il était deuxième avec un nombre de voix assez important quand même. Sauf que, après ce rang, qu'est-ce qu'il devient après ce rang? Et je vais vous dire, je ne suis pas sûr, un seul instant, même s'il est revenu du MSC, nous avons les élections législatives et régionales qui arrivent. Ne soyez pas surpris encore qu'il soit recalé. Ne soyez pas surpris. Parce que moi, je pense qu'à un moment donné, qu'il ne devait pas donner les raisons. Simon Pierre, ce n'est pas un intérêt pour nous de voir un peu qu'on persécute un parti, n'importe lequel. Voilà. Il faut laisser l'expression démocratique dans une s'exprimer. Parce que moi, je suis d'accord. Je dis peut-être que nous pouvons apprécier différemment la méthodologie mise en place par les uns et les autres dans le cadre de l'implémentation de leur parti politique. Mais moi, je suis de ceux qui pensent
qu'il faut laisser l'expression des partis politiques sur le terrain. Quand vous voyez que les partis politiques sont persécutés, ils arrivent à une élection non préparée parce qu'ils n'ont même pas préparé ce dont ils seront. Je peux bien comprendre, doyen. Je peux bien comprendre. Simon Pierre, ce n'est pas ça qui est important. Oui, mais je peux bien comprendre la logique. Moi, mon approche est celle de permettre que sur le plan national, en démocrate, en démocrate, qu'on laisse les partis politiques s'exprimer. Mais on assiste dans... Rentrer dans le jeu politique. Il faut même voir le contextuel des partis politiques existants au Cameroun. Ça veut dire que même la loi qui permet de régenter, savoir ce qu'il faut donner aux partis politiques pour vivre, on n'en soit pas à leur donner ces petits moyens dont la loi, les miettes qu'on... Mais j'ai l'impression qu'on est en train... qu'on fait des partis politiques, nous sommes souvent... On vous laissera le temps d'aller au bout de votre logique, parce que justement, si on s'arrêtait là, on aura comme impression que votre message sera mal perçu. De toutes les façons, vous aurez l'occasion de chuter, de continuer vos développements. Le temps pour Michel de Je chute terminer. par là. Oui. Je dis bien que nous sommes dans notre pays, nous tous nous observons le contexte politique. Il faut dire que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que il n'y a pas... Aujourd'hui, il y a une identité à se reconnaître à travers le jeu politique. Mais est-ce que nous le faisions? Est-ce que donne-t-on l'opportunité à nous tous qui sommes des acteurs? Parce que d'une manière ou d'une autre, moi je suis dans la société civile, je suis journaliste, ça a plus de 40 ans. Donc, nous pouvons considérer que s'il n'y a pas eu le jeu politique, en 92, il y a eu un déclenchement entre 92 et 93 des élections législatives et municipales. On a vu ce que les partis d'opposition, même comme eux-mêmes, ont pris leur sort. Ils ont encore donné à Biya. On a vu qu'il y avait une entente. Ils ont battu le RDPC. Donc, ceci étant, je pense que si nous rentrions dans un rituel normal où on laisse le jeu politique ouvert, ça ne serait pas ce que nous voyons. Aujourd'hui, même le langage politique sur les plateaux de télévision, c'est des choses à prendre au sérieux. Alors, vous chutez. Je vais chuter, tout en reprécisant ceci. Lorsque vous connaissez votre ennemi, ne lui donnez pas l'occasion de vous fouetter. Cela veut dire ceci. Le MSC, le président Maurice Kamto, connaît quand même le système dans lequel il évolue. Beaucoup disent qu'il a servi le système aussi. Non, je ne veux pas parler même sur le prisme qu'il a servi le système. Il connaît. Il était là quand on a modifié la Constitution. Je ne vais pas aller sur ce prisme, Maman Henriette Koué. Je ne vais pas aller sur ce prisme. Mais je dis, il connaît le système. Il le maîtrise très bien. Et vous savez très bien, ils se sont prévalus d'une victoire en 2018. Par exemple, entre guillemets, entre parenthèses. Et jusqu'à présent, certains militants même clament encore et fort qu'il serait le président. Élu. Président élu. Et d'ailleurs, cette appellation n'a jamais changé. Alors, une appellation d'ailleurs qui est revenue, dont la genèse vient de Paul-Éric Kingué, qui avait d'ailleurs expliqué d'où est venue l'expression président élu. Je voudrais par là dire, ce n'est pas pour donner l'occasion à nos dirigeants ou encore au pouvoir en place de rejeter ou de trouver des leviers pour écarter le professeur Maurice Kamto, peut-être lors des prochaines séances électorales à venir. Non, ce n'est pas dans ce sens. Mais je dis, il maîtrise le système. Et je crois que c'est sur la base de ce système, de son fonctionnement, qu'il a donné des occasions à ce système-là de le broyer comme on l'a broyé lors du contentieux préélectoral. Donc moi, c'est pourquoi je suis en train de dire que non, il le connaît déjà, ça ne sert à rien. Parce que moi, je me serais attendu que, sur la base de ce ralliement du Manidem, qu'il attende quand même les échéances électorales prochaines, législatives, régionales et municipales. Toujours sur la bannière du Manidem. Toujours sur la base du Manidem. Et revenir bien après. Parce que pourquoi? Non, pourquoi? Parce qu'il faudrait le dire. Et c'est pourquoi moi j'apprécie c'est pourquoi j'apprécie les militants du MRC. Je vous dis que si vous voyez avec quel enthousiasme, avec quelle rigueur, quel dynamisme ils soutiennent leur président du parti, vraiment vous n'allez pas croire. Il y a des gens qui sont même prêts à mourir pour lui. C'est vrai quand même qu'on a s'attendait à ce que lorsque parfois on l'empêche souvent de faire des choses, on les voit venir se présenter comme pour dire que nous voulons nous sacrifier à cause de notre président pour qu'on sache quand même qu'ils sont quand même capables d'aller jusqu'à un certain niveau. On a vu beaucoup de personnes marcher aussi.
On a vu des marches, on a vu des personnes qui ont bravé. On a vu beaucoup de gens marcher, mais on se serait aussi attendu, par exemple, ceux qui connaissent le professeur Alain Fogué ou encore Bibi Nissak, on se serait attendu que... on ne parle plus. Non. C'est-à-dire qu'on ne parle même plus des gens qui ont bataillé pour le parti. Et c'est ce quoi, moi je dis qu'effectivement, on ne saurait nullement pas apprécier quelqu'un. Lorsqu'il y a des situations, il décide là. Peut-être moi j'ai l'impression de penser que soit le professeur Maurice Kamto est là pour son propre compte, pour ses propres intérêts, pas ceux des partis, pas ceux de ses militants. Parce que moi, je me serais attendu que Boubou Nissak, Alain Fogué, qui étaient quand même des mentors de ce parti politique, puissent avoir une assistance jusqu'à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, il était en prison avec ces derniers. Alors, en tant que leader, moi, je me serais attendu qu'ils disent quand même que tant que ces gens-là ne sortent pas, même militants ne sortent pas, moi, je ne saurais nullement pas être libre. Merci. Mais il a préféré sa liberté au détriment des militants que lui-même, il a engagé pour qu'il soit dans cette situation. Simon-Pierre Mahen, on sort de cette thématique. Alors, ce retour, Henriette Ekwe, du professeur Maurice Kamto, et d'ailleurs, pour bon nombre de personnes qui nous feront le procès, il faut bien être clair là-dessus. Depuis un moment donné, les communications, notamment au sein du MRC, sont pratiquement interdites parce que leurs communicants ne parlent plus. Donc, pour ceux qui estiment que c'est faire le procès d'un parti qui n'est pas là, voilà donc la raison pour laquelle vous ne voyez pas un communicant du MRC sur le plateau ce soir. Alors, Henriette Ekwe, nous tenons à le dire, parce que c'est avec vous qu'on va sortir de cette thématique. On se rend compte que le professeur Maurice Kamto arrive, bien évidemment. Il y a des personnes qui ont mené des luttes et qui ont sacrifié de leur liberté pour être là. Est-ce que, par exemple, Mamadou Mota, qui a assumé l'intérim, au prix notamment de sa liberté qu'il a perdue, il ne pouvait pas quand même se mettre devant le professeur Maurice Kamto, ne fût-ce que pour un temps? Non, Kamto ne peut pas. Pourquoi vous le dites? Parce que Kamto, c'est une question de vie ou de mort. Sans le MRC, il est mort. Donc, il fallait absolument qu'il revienne pour que les motards ne prennent pas trop d'envergure et puissent le contester. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui le contestent. Donc, il fallait absolument qu'il rentre à la maison pour dire attention, je suis encore là. Et c'est moi le patron. C'est vous le patron. Voilà. Merci beaucoup Henriette Ekwe pour cette belle sortie. Nous allons connaître une transition, mais la transition en réalité, c'est cet élément. Il y a quelques jours, du côté de Nkonsamba, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, lançait ce qui est désormais connu comme étant le chèque santé. À travers ce chèque, avec 6 000 francs seulement, désormais, une femme est tenue ou encore prise en charge depuis les consultations prénatales jusqu'à l'accouchement, bien évidemment, et même 42 jours après l'accouchement, notamment les consultations et le suivi post-partum. 6 000 francs CFA, désormais. Est-ce que le président de la République sauve les femmes? Regardons ce reportage signé Fonnerie Marquez. Since the launch of the Universal Health Coverage in 2023, the government of Cameroon has pumped close to 10 billion CFA francs into the Universal Health Coverage drive. En 2025, pour une cible des femmes enceintes estimée à 1 097 630 attendues, près de 10 milliards ont été engagés par le gouvernement pour couvrir les factures liées à cette prestation, soit 62% du montant total destiné au remboursement de toutes les prestations du panier de soins de la couverture santé universelle. Making an assessment of universal health coverage in Nkonsamba during the official launch of the health voucher in the littoral region by the Minister of Public Health, the national coordinator notes that the coverage is now nationwide as of 2025. À date, le chèque santé, comme je le disais, couvre 107 districts de santé et 1057 formations sanitaires. L'extension en cours dans les régions du centre, du littoral et de l'ouest va nous permettre de pouvoir atteindre 41 districts de santé au total et 638 formations sanitaires, soit 17 districts de santé et 354 formations sanitaires dans la région du centre, 12 districts de santé et 90 formations sanitaires dans la région du littoral, et 12 districts de santé et 194 formations sanitaires dans la région de l'Ouest. While announcing that 1,130,551 prenatal consultations have been done, a digital voucher has been introduced. Il faut également dire que ce chèque digital
offre une interopérabilité avec toutes les plateformes digitales utilisées dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, mais également ouvert à d'autres plateformes. C'est une véritable révolution technologique. The introduction of the digital voucher, according to the Minister of Public Health, is to secure for better follow-up. Merci, de retour sur ce plateau. Simon-Pierre Mahen, désormais 6 000 francs. Beaucoup de personnes ont pris ça. Et ça a amusé un peu lors de ce lancement du côté de l'hôpital régional de Nkonsamba. Beaucoup de personnes disaient, bon, finalement, les garçons n'ont plus beaucoup à dépenser. Avec 6 000 francs, ils peuvent travailler. Donc, avec 12 000 francs, on peut mettre 2 femmes ou 3 femmes en scène. C'était pour rigoler. Alors, 6 000 francs, désormais, est-ce qu'on va dire que l'État du Cameroun a finalement trouvé le moyen de contenter ou alors de sauver les femmes enceintes? Si je veux m'en tenir au reportage que vous avez à faire là tout à l'heure, oui. Je voudrais vous dire quelque chose, monsieur Xavier Elan. Allez-y. Si vous voyez quelqu'un venir vers vous pour vous annoncer des nouvelles avec des lunettes noires, craignez-le. Fouillez. Pourquoi? Mais parce que il n'est que là pour venir vous tromper. Comment en es-tu si sûr? Non, puisque en fait quelqu'un de sérieux, quand il vient vous parler, vous devez le regarder droit dans les yeux. Oui. Parce que vous allez vérifier effectivement la sincérité de ses déclarations dans son regard. C'est aussi clair que ça. 6 000 francs, mon Dieu, bon sang. Après combien de temps? Alors, nous allons remettre les choses dans leur contexte. Oui. Le ministre a dit, je crois qu'on pourra avoir les bandes. Alors, une fois, mesdames, que vous êtes dans un hôpital et que vous avez payé votre chèque santé, si un médecin vous parle, dites-lui que vous n'avez plus rien à faire avec lui, que vous avez votre carnet. Est-ce que ce n'est pas rassurant, ça? Tu vas te trouver ton Qu'est-ce qui est rassurant? Laisse ça. Faites un tour, laissons même que ça commence. Et d'ailleurs, même ce projet-là, pourquoi même moi, je me pose la question, pourquoi c'est maintenant? Alors, rappelons que la couverture santé universelle, c'est quand même lancé depuis avril 2023. Oui. Ah bon? Mais c'est où alors? Depuis avril 2023. Faites un vox pop dans toute la ville de Douala, là. Demandez à une femme enceinte, celle qui vient d'accoucher, parce qu'elles accouchent tout le temps, tous les jours. Le ministre a annoncé qu'il y a un peu plus d'1 million de femmes qui ont bénéficié notamment de cette couverture. Faites un tour dans les quartiers. Faites un tour dans les quartiers. Qu'il y ait des gens qui disent que oui, effectivement, nous avons profité de ce mécanisme que le ministre de la Santé a proposé, ou encore on a parlé dans les médias. Moi, j'estime que c'est un élément. Oui, vous savez qu'à chaque fois qu'on assiste à une période électorale, il y a toujours quelque chose qu'on va trouver qui, en réalité, vont donner le sentiment. C'est-à-dire que va donner le sentiment à des personnes que non, effectivement, on a pensé à eux. On s'occupe de nous. Non. Les gens souffrent dans les hôpitaux. Qu'on laisse cette esbrouffe politique qu'on est en train de présenter aux gens, en les faisant comprendre qu'effectivement, les gens vont se retrouver. Allez dans les hôpitaux publics, vous allez voir ce qui se passe exactement. Si vous n'avez pas une caution, lorsque vous arrivez avec une femme enceinte, si vous n'avez pas une caution, qui pourra vous prendre en charge? Il a sorti des communiqués un peu de partout dans les hôpitaux. Est-ce que même ces responsables des hôpitaux là les respectent? Est-ce que même le personnel sanitaire même respecte même ces communiqués? Ou bien les institutions qui donnent toujours? Allez dans les hôpitaux, vous allez comprendre. Nous, on voit des gens tout le temps qui arrivent dans des hôpitaux et ne sont pas pris en charge. Ce n'est pas le 6 000 francs. D'ailleurs, peut-être c'est vous qui avez interprété ça. Il suffirait que vous allez vos yeux, vos lunettes que vous avez portées et bien voir le chiffre que vous avez. Effectivement, si c'est 6 000 francs qu'on est en train de dire aux Camerounais, si c'est peut-être même pas 6 millions, pourquoi vous pensez que ce n'est pas 6 millions? Maël, rassurez-vous. Non, soyons sérieux. Nous avons bel et bien vu 6 000 francs. Il ne faut pas qu'on passe le temps à distraire les Camerounais. Ils en souffrent tellement, et surtout ces femmes enceintes en souffrent tellement lorsqu'elles vont dans ces hôpitaux-là et qu'il n'y ait pas une prise en charge de manière normale, efficiente, et qui donne l'impression de penser qu'aujourd'hui, on va venir proposer aux gens des certain nombre de choses et qu'on dit qu'effectivement, qu'on va faire ceci parce qu'on va dire que non. Non, soyons sérieux. Nous pensons que sur ce prisme, il est important que l'on sache que ce n'est pas cette période. Et si on a même besoin, et qu'on regarde ce qu'il est tenté de dire, si ça semble être vrai, que vous passez vos micros un peu de partout pour voir si effectivement cette politique est applicable. Simon-Pierre Mahen, la femme qui donne la vie, Henriette Ekwe, 6 000 francs. Le président de la République, finalement, il a pensé aux femmes. Non, il sort d'où maintenant? Non, ça c'est une blague. Par exemple, il y a quelques années, le président, le ministre, le tout-puissant, comment il s'appelait? On disait qu'il est ministre parce qu'il est d'une Fundi. Il était le ministre de la Santé. Oui. Bon.
qu'est-ce qu'il a fait? Et un jour, il sort une déclaration que désormais la césarienne est à 40 000. Comme je tapais dessus, on vient me chercher, une de mes petites filles est en train de mourir. Sauvez-moi, oh mémé. Bref, je n'avais que 70 000 à la garnison. J'ai de son trou, il m'a dit signer une reconnaissance de dette. J'ai signé. Pour la césarienne, 300 000 plus 50 000 de pharmacie. Je vais donc à la délégation de la santé. Je leur dis, je dois payer 300 000 francs pour une césarienne. Or, le ministre a dit que désormais, c'est 40 000. Ah oui, nous aussi on a entendu ça. On ne sait pas où il a dit ça. C'était comme ça. Donc, si le président de la République se rend compte aujourd'hui, et avec le ministre là, Mama Fouda et moi, ça a été la guerre. On s'est rencontrés un matin et je lui ai dit... Oui, lui. Hein? Mama Fouda. J'ai dit, mais on dit que vous êtes né dans le Mfundi. Donc, j'imagine à l'hôpital central, au pavillon Baudelot, où travaillait d'ailleurs Madame Bia. Si votre mère avait eu des difficultés à vous sortir, vos parents avaient 300 000 pour délivrer votre mère. Oh, Madame Ekoé, vous savez, la santé, ça a un prix. Par exemple, un de mes exemples, c'est qu'on a donné beaucoup d'hôpitaux au Cameroun. Oh, les hôpitaux de gynécologiques, les Yassa, tout ça, les Chinois, les Coréens, tout le monde nous a donné quelque chose. Mais quand l'administration de la santé publique prend position des équipements et des infrastructures, ça grimpe. Alors je demande à M. Mama Fouda à l'époque, je lui dis, mais avec tous les cadeaux qu'on vous donne là, ces établissements de santé, parce qu'on sait que nous n'investissons pas du tout là-dedans. Par exemple, l'hôpital général, c'était les Belges. Et l'hôpital général est cher. Alors, il me dit, ah, vous savez, madame, la santé a un prix. Je dis oui. Votre père avait payé votre santé et vous venez dire ça aux populations qui sont démunies, qui n'ont rien. Alors, donc, moi, je crois que c'est une opération de propagande politique, électorale. Mais vous avez parlé de césarienne. On a écouté le ministre lui-même parler justement de la césarienne, c'est-à-dire ces 6 000 francs. Dans ces 6 000 francs, il y a également éventuellement une césarienne. Justement, s'il advenait qu'il y ait des complications, dit-il, je crois qu'on a toutes les bandes. Alors, s'il advenait qu'il y ait des complications lors de la délivrance, avec ce chèque santé, la femme est également prise en charge. Alors, vous avez le doute, mais est-ce que c'est envisageable? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire au Cameroun? Est-ce qu'on peut le faire au Cameroun? C'est-à-dire que pratiquement la santé gratuite. Mais attends, il y a à un moment donné, ATT a fait une campagne sur la césarienne gratuite. Comment se peut-il qu'au Cameroun, on ne peut pas faire la... Vous savez le nombre de femmes et d'enfants qui sont morts? J'ai un neveu, sa femme va accoucher. Il dit, je n'ai que 200 000. On dit, non, on va chercher les 350 000 ou rien. Il supplie donc les infirmiers et tout. Il dit, je m'en vais pas loin du village où on a une tontine, je vais ramener de l'argent. Et il ramène de l'argent à la Quintini. Le médecin sort, il lui dit, vous savez, elle aurait vécu s'il y avait eu l'oxygène. On est à la Quintini à l'époque. S'il y avait eu l'oxygène, l'enfant entre donc dans le bloc opératoire, il trouve 3 cadavres, des jumeaux et sa compagne. Comme ça. Voilà l'argent maintenant, mais tout le monde est mort. Donc il y a eu beaucoup de drames.
le président de la République, je ne sais pas, il se réveille maintenant depuis les ajustements structurels où le nombre de cadavres même qui sortent des morgues tous les jours, ça devrait faire froid dans le dos. Vous vous rendez compte que quand vous avez une maladie grave, je pense au cancer. On a justement quelques chiffres, on parle de 1 million, on va revenir un peu plus d'1 million, 1 million 300 femmes consultées depuis notamment la mise en place de la couverture santé universelle. 309 femmes déjà qui ont accouché, 309 500 femmes qui ont déjà accouché notamment par cette voie. Et puis 12 754 césariennes déjà réalisées au Cameroun et qui ont payé uniquement 6 000 francs CFA. Voilà quelques chiffres que nous tenons. C'est ce que les médecins faisaient avant. Voilà. Alors, Michel Michaud-Moussala, y compris même Madame Ariette Ekoué, elle parlait justement de ce clientélisme qui sévit désormais dans les structures sanitaires. Mais est-ce qu'on peut arriver à arrêter notamment ce phénomène qui va grandissant dans les hôpitaux? Est-ce qu'on peut arriver à une sorte de gratuité finalement de soins au Cameroun, de santé? Xavier, sur votre plateau, il faut éviter que le ministre fasse de la provocation. Je suis tellement peiné, choqué quand on sait que la réalité est tout autre. Tout à fait. Il ne faut même pas encombrer les collaborateurs. Parce que les pauvres directeurs des hôpitaux, dès que leur ministre a fait une telle sortie, se rendent compte que entre ce que dit le ministre et la réalité dans les hôpitaux, c'est des antipodes. Il faut éviter même de la provocation. Vraiment. Laissez-nous dans la misère dans laquelle vous nous avez plongés. Ces gens nous ont plongés. Nous tous, nous avions des membres de famille qui sont morts, qui sont passés parce que pour défaut d'argent, souvent pour défaut de plateau technique. Monsieur Longé était à l'hôpital de Ndiki, dans le bloc d'accouchement des femmes. Il y a quelques années, j'ai un ami médecin, Génico, un blanc, qui est venu passer des congés chez moi. Il est venu avec des cartons, des remèdes pour donner en gratuité à l'hôpital de Ndiki. Un Français. Je l'ai amené un matin à l'hôpital. Ce jour, nous sommes arrivés à Ndiki. Nous sommes entrés dans le bloc d'accouchement. Le médecin m'a demandé, c'est sur une planche que les femmes accouchent. Eh oui. Entrez dans cet hôpital qui est un hôpital créé il y a Mathusalem. Allez voir les bâtiments, vous pouvez confondre entre les bâtiments. Aussi bien certains hôpitaux dans notre ville dans laquelle nous vivons. J'ai pris l'exemple de Ndiki parce que je suis arrivé, le médecin m'a demandé, voici la salle d'accouchement. Il était dépassé. Je lui ai dit que non. C'est ici que les femmes accouchaient. Il avait trouvé un cas où il fallait à tout prix opérer. Pas d'oxygène. Il n'y avait rien jusqu'à l'heure. L'hôpital de Ndiki. Quand vous êtes en difficulté dans les villages environnants, on te dit l'hôpital qui peut... Ouais, le plus proche. Le plus proche. Vous arrivez là-bas, vous en trouverez des catastrophes. Cet engagement du ministre de la Santé n'est que électoraliste. Il n'y a rien sur les faits. Qui n'encombre pas, qui ne viennent pas. Sa déclaration va mettre en porte-à-faux les pauvres médecins qui sont dans des hôpitaux, qui vivent d'autres réalités. Henriette a évoqué le problème de la césarienne. Moi, je ne peux pas te dire combien de fois on m'a déjà réveillé dans la nuit pour que, ou j'appelle le responsable qui va me dire, bon, comme c'est toi, tu prends l'engagement, tu viens payer le matin, on va essayer d'intervenir. Ce n'est pas la réalité sur le terrain. Santé pour tous. C'est un slogan négatif. À l'an 2000. Ce n'est pas un slogan d'il y a 30 ans. Hein. C'est depuis 40 ans qu'on nous parle de santé pour tous. Il faudrait qu'on revoie la politique sanitaire du Cameroun. On nous a dit ici que l'école au primaire, elle est gratuite. Ce n'est pas le même slogan. Allez voir. Mais allez voir.
c'est la rentrée. Allez demander aux enfants qu'on a inscrits au primaire. C'est les APE qui font. C'est les APE. On te dit... L'État ne fait plus rien. L'État ne fait plus rien. L'État a démissionné. On a abandonné les gens entre les mains des opérateurs économiques qui viennent négocier leur position de présidence de l'APE. Voilà. Et c'est lui qui manipule l'État des millions. Pourtant, en réalité, l'État devait être regardant. Qu'est-ce qui générait le ministre? Il va venir le premier jour, on va lui présenter, il viendra dans un établissement public, on va lui présenter un tableau révisant pour dire que non, nous avions inscrit les enfants ici gratuitement. Et c'est qu'on voudrait bien lui montrer. Mais la réalité, quand on vous demande que l'enfant, c'est 25 000, vous avez 5 enfants. Et à chaque étape, on vous demande, et c'est renouvelable. Ce n'est pas que vous avez payé l'APE. Il faut faire très attention dans ce pays. Quand les gens ne prennent pas les autres... La misère. Nous avions déjà avalé le bloc de la misère dans nos ventres là. Nous en subissons. Mais qu'on arrête de venir croire que c'est une sortie... Avec 6 000 francs. Mais écoutez, vous êtes journaliste, nous le sommes. Demain matin, allons dans les hôpitaux, restons une journée, voyons les cas. Notre seule présence ferait que ils donnent l'impression que ils exécutent la fameuse sortie du ministre de la Santé. Le tout n'est pas là. Le plateau technique. Le gars te dirait que est-ce que l'oxygène qu'on prend ici, nous ne payons pas? Mais il y a des hôpitaux où vous ne trouvez pas d'oxygène. Dans ce pays, c'est des éléments basiques de la santé qui concourent à un plateau technique. Mais les gens vont vous dire n'importe quoi, ils vont te faire une sortie. Appelle le ministre de la Santé. Appelez le ministre de la Santé pour lui dire, moi qui ai peut-être son numéro. Il y a des cas où j'ai voulu dire que, monsieur le ministre, son téléphone est off. Vous lui laissez même un message. Ça ne sert à rien pour attirer son attention comme vous avez fait une déclaration sur une pratique dans les hôpitaux. Mais voilà ce que nous en dirons. Zéro. Vous allez appeler un responsable au ministère. Il va te dire que, oh, monsieur Moussa, vous voyez ça là-bas à Douala, vous êtes à Douala avec eux. Et voilà comment on se débarrasse. Vous posez là, ils viennent poser un problème. N'est-ce pas? On attend de voir. C'est dans le même, ordre. Merci. J'ai écouté Mme Keta aller promettre des maisons au Bensikino. Nous allons voir comment le miracle va s'opérer. Merci beaucoup. Nous annonçons, c'est la fin justement de ce programme. Harriet Ekoué, maman Harriet Ekoué, merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation. Michel Michaud Moussala, calmez-vous, soyez plus fâchés. Simon Pierre-Maël, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Voici. Et merci également à vous autres qui prenez de votre temps pour nous regarder dimanche après dimanche. Nous vous donnons très certainement rendez-vous dimanche prochain avec d'autres sujets d'actualité qui seront au fur et à mesure croustillants avec des panélistes et surtout des analystes pointus et de haute gamme. Merci madame, dimanche, au rendez-vous.